Alors Jean-Pierre Petit, première grande vidéo de cette série sur un thème qui nous est cher, la liberté d'expression. Et je pense qu'il vous est cher aussi, puisque tout au long de votre carrière, vous avez dû faire face à un certain nombre de bâtons qui vous ont été mis dans les roues. Alors, si vous le voulez bien, commençons peut-être par votre carrière de scientifique et d'ingénieur en aéronautique, puisque c'est comme ça que vous êtes fait connaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles limites de votre liberté d'expression vous avez rencontrées tout au long de cette carrière? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une carrière de chercheur? Je peux vous dire la chose suivante, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais étudiant à l'école supérieure d'aéronautique, j'ai rencontré un mathématicien qui s'appelait Kreisel, un logicien même. Et il était en poste dans l'université de Princeton, et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que la recherche? Il m'a fait cette réponse qui m'a beaucoup marqué, il m'a dit, oh, vous savez, la recherche, c'est à celui qui vole le premier. Et je crois que ça résume bien la situation. Nous ne sommes pas dans un milieu d'une honnêteté à l'épreuve des balles, je vous assure. Ah ouais. Alors bon, ma carrière a commencé, j'ai atterri dans un laboratoire mécanique des fluides, et on m'a demandé de fabriquer de l'électricité à partir d'explosifs. Bon, ce serait un peu compliqué d'expliquer ça, donc j'ai fabriqué un canon qui faisait l'électricité. Et puis ma foi, j'ai réussi pour la première fois au monde à faire marcher ce genre de générateur qu'on appelle un générateur MHD. C'était très compliqué, hein. Ça coûtait cher, c'était un laboratoire qui était grand comme le jardin, quoi, hein, bon. Et j'ai fait marcher ça en bitempérature, avec 2 températures. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, un gaz à 2 températures? Et vous en avez dans votre cuisine, c'est un tube fluorescent. Un tube fluorescent, le gaz est froid et le gaz d'électron est chaud. Donc là, on a fait ça, et moi j'ai réussi à faire un gaz à 4-6 000 degrés avec des électrons à 10 000. Ça n'a jamais été fait, bon, ça m'a fait connaître en Russie. C'était en quelle année? C'était en 65. En 65, ça a été présenté à un colloque à Varsovie en 67. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon directeur de laboratoire, quand il a vu ça, ça lui a complètement monté à la tête. Il s'est dit, mais je dois m'emparer de cette invention géniale avec laquelle je vais faire une fortune, pas possible et tout ça. Donc, si vous voulez, moi, j'ai arrivé dans un laboratoire, je suis un type inventif. Je crois que c'est un secret pour personne, quoi, hein. J'ai écrit 30 bouquins, j'ai écrit je sais combien de bandes dessinées. Par exemple, je me rappelle quand Eurocopter m'a demandé de faire une bande dessinée sur l'hélicoptère, je l'ai écrit en 15 jours. Bon, c'est ma maman qui m'a fait comme ça. Je suis tombé dans la marmite étant petit, quoi. Bon, alors, quand je suis arrivé dans un laboratoire de physique, j'ai inventé de la physique, hein. J'ai inventé des trucs qui n'existaient pas, quoi. Bon, j'ai fait marcher des choses. Même, je crois que ça vaut le coup d'être raconté parce que cette expérience-là, elle a marché au premier essai. Et même, je dirais la chose suivante, j'ai eu une trajectoire d'expérimentateur que je continue d'ailleurs. Et moi, je trouve que c'est mieux quand ça marche au premier essai parce qu'on perd pas de temps. Vous voyez, moi, il y a une série que j'aime bien, c'est la série de l'agence Tourix avec Hannibal qui fume son cigare et qui dit « J'aime quand un plan se déroule sur la décroche ». Et effectivement, même récemment, on a encore présenté un travail avec des amis à un colloque en Corée et ça a marché au premier essai. C'est étonnant. Par exemple, entre le début de l'expérimentation, le 8 août, et le colloque, il s'est écoulé, l'acceptation s'est écoulée 10 jours. L'expérience, la rédaction, l'acceptation, boum, on a présenté ça au colloque en septembre. Donc, j'étais dans ce laboratoire dans les années 60 à Marseille et j'avais fait un truc sympathique qui marchait bien, quoi. Bon. Et à ce moment-là, j'étais face à un grouillement ambitieux, mais effrayant, quoi. En plus, j'étais jeune chercheur, c'était avant 68, donc avant 68, il y avait les mandarins, et les mandarins étaient tout puissants. Vraiment, ils vous traitaient comme des esclaves. Qu'est-ce que vous appelez mandarin? Un mandarin, à l'époque, vous savez, c'était avant 68, un mandarin, c'était des gens qui avaient un pouvoir, qui formaient une espèce de franc-maçonnerie de gens en place, comme ça, il n'y avait rien de démocratique, ils décidaient, c'était foutu quand ils avaient décidé ceci, cela. Donc c'était un peu comme si un type disait, bon, ce que vous avez inventé, je vais mettre mon nom dessus, et c'est moi qui vais profiter. Mais vous voyez, un type vous dirait, voilà, je suis mandarin, je vais prendre 90% de ce que ce truc va rapporter, je vous laisserai 10%. Tandis que là, non, c'est, je vais prendre 100%, je vous fous dehors. Donc, votre nom n'apparaissait même plus. Ah oui, oui. Mais je vais vous donner un exemple. Ce travail que j'ai fait, je vais même citer son nom, il a valu un prix scientifique à un de mes étudiants qui s'appelle Jean-Paul Caressa. Il a eu le prix Worthington et ça lui a permis de démarrer une carrière d'administratif parce qu'il n'a jamais eu une idée de sa vie. Il a terminé directeur régional du CNRS Île-de-France Sud. Après
après avoir été directeur régional de l'Est, de PACA, etc. C'est extraordinaire. Vous voyez. Toi, c'était même pas un mandarin, c'était un étudiant. En plus. Oui, mais enfin, c'était le mandarin qui s'était mis d'accord avec l'étudiant. Mais je veux dire, vous voyez, toute ma carrière, j'ai des copains comme Benveniste qui sont morts. Et ils sont morts, ils se sont tués sur place. Je me rappelle, j'avais fait un dessin pour Jacques, où on voyait un type dans une tranchée, comme ça, avec un casque, qui disait, ça va, chez toi, oui, c'est à peu près ça. Et moi, je m'en suis sorti parce que... on rappelle, c'est la mémoire de l'eau, hein, c'est toute cette histoire. Mais ce type-là, il était malade, il en est mort. Moi, c'était votre éditeur, mais... Oui, mais c'était mon ami, surtout. Un type fantastique, j'étais... Mon Dieu. Et Jacques est mort, et je lui disais, Jacques, arrête, tu vas y laisser la peau. Vous avez un autre type qui est mort, qui est Michel Bougnas, c'est pareil. Ces gens-là, on s'est acharné contre eux, à un point inimaginable. Moi, je suis comme une espèce de vieux rhinocéros couvert de cicatrices, et j'ai réussi à m'en sortir, parce que j'ai changé 10 fois de discipline. Oui, et puis vous me disiez, vous avez l'humour aussi, qui vous permet de garder du recul. Ah oui, je crois que c'est la seule chose qui évite d'avoir des trous dans l'estomac et des ulcères, quoi. Je veux dire, si je pouvais me comparer, je dirais, vous voyez, prenez un étang avec des nénuphars, et vous avez une grenouille qui est en train de prendre le soleil sur un nénuphar, et on lui tire dessus avec la Kalachnikov, et à ce moment-là, elle change de nénuphar. Donc moi, j'ai changé de nénuphar à chaque fois. C'est-à-dire qu'au moment où on allait procéder à l'halalie, j'avais déjà foutu le camp. C'est ça. Alors donc là, on en est en 67, c'est ça? Oui. Là, vous changez de nénuphar? Bah, exactement. Là, je me suis mis devant ma machine. Un jour, je me suis dit, si tu restes dans ce labo, tu vas devenir fou. C'est pas possible. Hein. Alors, le truc, c'est que grâce à ça, on avait pu faire descendre la température d'un générateur MHD hors d'équilibre à 4000 degrés. Et ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir descendre à 1500 et en faire un truc industriel. Et moi, j'étais devenu déjà très fort théoricien à l'époque, j'avais fait des calculs. Je me suis aperçu qu'on n'y arriverait pas. Donc en fait, c'était pas la peine de s'énerver. Donc un jour, j'ai dit à mon patron, bon, vous avez raison, je suis théoricien. Mais oui, laissez-nous faire, nous allons nous occuper de tout, etc. Ils se sont jetés sur mon laboratoire. Et moi, j'avais plus qu'une chose à faire, c'était foutre le camp. Et foutre le camp, je ne pouvais pas emmener cet appareil de 50 tonnes sur mon bras. Donc il fallait que je devienne théoricien pur. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Lichner Horowitz, qui était un grand mathématicien et un type vraiment d'envergure et un type honnête. Ça existe pratiquement plus maintenant, mais un type comme ça, c'est un seigneur, quoi, un seigneur de la science. Et Lichner Horowitz, je lui ai expliqué ce que je faisais, et il m'a dit, je vais vous aider. Et il m'a aidé. Il m'a aidé, il m'a sorti des griffes de cette espèce de faiseur de contrats, etc. In extremis. Donc c'est là où vous êtes allé dans la cosmologie? Alors d'abord, non, j'ai commencé par changer de laboratoire, on m'a mis dans un autre laboratoire, c'était encore pire. Et je veux dire, j'ai pas un souvenir ému des milieux universitaires, je trouve que c'est quand même assez catastrophique ce qui peut s'y passer. Mais enfin, je veux dire, en fait, c'est partout pareil. Hein. Quand on dit c'est un panier de crabes, mais c'est partout. Dans les médias, c'est un panier de crabes. Dans la politique, c'est un panier de crabes. Et ne vous attendez pas à ce que dans la recherche, les gens soient le pur esprit. C'est un panier de crabes pareil. Donc à ce moment-là, il y a une chose, c'est que si on veut être libre, c'est vrai que quand on est mathématicien, quand on est théoricien, quand on marche uniquement avec son papier et son crayon, on est libre. Parce qu'on ne peut pas vous prendre votre outil de travail, parce que c'est le papier et le crayon, et que vous publiez. Et moi, j'ai donc fait 30 ou 35 ans de ma carrière comme ça. Mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et vous verrez après dans un autre volet de l'interview que grâce au don de lecteurs, on a remonté un travail expérimental et tout de suite, tac, les résultats sont tombés, ça va. Donc je suis redevenu expérimentateur, mais c'est un peu tard, quoi. Alors justement, avant d'en arriver là, vous passez par une autre discipline en fait, puisque vous êtes ingénieur aéronautique au départ, mais ça vous mène à la cosmologie, c'est à ce moment-là qu'il y a ce passage. Il y a encore d'autres choses à voir. Il y a l'astrophysique entre deux. Ah oui. Oui, c'est vrai que donc j'étais dans ce laboratoire, j'avais donc calculé une expérience, et c'est vrai que c'est un souvenir assez étonnant. Elle a marché au premier essai. Mais au premier essai, on a branché du fil, boum, ça a marché. Bon. Et puis après, il fallait foutre le camp de ce labo sous peine de devenir fou. Donc je me suis mis à manger des maths à la petite cuillère. Vous savez, je n'avais pas tellement un goût pour les mathématiques, mais c'était ça ou pas m'en sortir. Et à ce moment-là, j'ai fait de la théorie cinétique des gaz et j'ai fait une thèse de doctorat. Mais je dirais en plus à l'insu de mon directeur. C'est-à-dire qu'au moment, je ne vais pas raconter tous ces détails, c'est une histoire inextricable. Mais au moment où vraiment il a essayé de me faire foutre à la porte du CNRS, je crois que je vais raconter ça
un jour, sa secrétaire me dit « Oh, monsieur Petit, notre directeur, vous allez le faire mourir, vous savez. » Ah bon, pourquoi? Parce que il vous a fait envoyer la lettre par le CNRS pour vous mettre au pied, là, et tout ça. Et puis, j'avais envoyé ma thèse de doctorat. Alors, la direction du CNRS a dit « Mais il nous a envoyé sa thèse de doctorat. » Quelle thèse de doctorat? Il dit, il y a une thèse de doctorat avec plein de formules qu'on ne comprend pas. Ah, mais il n'y a que des calculs. Oui, mais il y a une lettre de Lich-Horowitz. Alors hop, je suis sorti, mais vraiment, quelque chose d'inimaginable. Après, il y a eu un deuxième truc où vraiment j'ai failli passer à la guillotine complètement. Parce qu'il avait beaucoup de relations, je dérangeais beaucoup de gens. En fait, j'ai dérangé partout. J'ai dérangé en maths, j'ai dérangé en mécanique des fluides, j'ai partout. Vous savez, en fait, pourquoi on dérange? Dans les médias. Mais dès qu'on innove, on dérange. L'innovation est dérangeante. C'est une évidence, quoi. Donc là, le nœud se refermait sur moi. J'étais à mes 5 ans l'attaché de recherche, et si je passe chargé de recherche, j'ai foutu à la porte. Et là, vraiment, il y avait une espèce de conspiration pour me foutre dehors, et je me disais, je suis foutu, quoi, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envoyé mon travail théorique à une revue qui s'appelait Journal de mécanique, qui était dirigée par un type qui s'appelle Paul Germain, qui est devenu après président de l'Académie des sciences. Il était directeur de la revue, il était directeur de la section dont je dépendais au CNRS, etc. Et avait décidé de me faire la peau, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, je voyais arriver cette échéance, et tout d'un coup, dans le laboratoire, arrive un Russe, qui dit je suis le professeur Louis Koff, est-ce que je voudrais voir Jean-Pierre Petit? Alors le directeur dit oui, moi je suis le directeur. Il dit oui, mais j'ai pas le temps, excusez-moi, je viens voir ce type-là. Et alors effectivement, j'avais été recommandé par Velikov, qui était un pionnier de la MHD, comme je l'ai été moi-même, et il est devenu, lui, vice-président de l'Académie des sciences, quoi, Velikov. Oui, on voit la différence de parcours. Voilà, et Velikov m'avait dit à Lukov, allez voir Petit, il a vraiment des idées. Donc, Lukov vient me voir, j'expose, Lukov ne parlait pas un mot de français, donc il avait une interprète qui traduisait comme une mitrailleuse, et j'explique mon travail théorique, le travail qui était tellement critiqué par les Français. Le retour du journal de mécanique, c'était Cabane, qui était aussi académicien, je crois, qui avait écrit « Ce travail révèle des méconnaissances profondes en théorie cinétique et les gaz ». Avec dit comme ça, j'étais foutu, quoi. Donc, je présente ce travail à Louis Koff, et l'interprète dit « Le professeur Louis Koff vous félicite, vous avez résolu le problème sur lequel lui et son équipe ont buté nombreuses années. Il demande dans quelle revue c'est publié. » Alors moi j'ai dit oh ben écoutez, je me posais la question, je ne sais pas trop, et à ce moment-là la phrase tombe, nous serions très honorés de publier ça à l'Union soviétique. Putain, je prends le papier, je lui tenais, clac, il part avec. Et ça vous a sauvé Mais un mois et demi après, l'article était publié en russe, un truc qui faisait 15 pages. Ensuite, une lettre arrive des États-Unis, ils avaient traduit en américain l'article russe, ils demandaient de le publier en Russie. Ce qui fait qu'avant la commission, je dis au délégué syndical, voilà le travail qui est badé, qui est complètement dévalorisé par les Français, je viens de le publier en Russie, en Amérique. Et alors, il y a eu, il faut montrer un peu comment ça marche, quoi. Il y a eu une réunion de la section, vous savez, les sections du CNRS, ça se réunit, puis les gens ils votent, ils ont un bouton, oui, non, hein, c'est vraiment policé verso, comme dans le Colisée et dans la Rome antique. Et à ce moment-là, Germain dit, bon, eh bien écoutez maintenant, vous allez ouvrir le dossier d'un monsieur dont vous avez déjà entendu parler, Jean-Pierre Petit. Alors, il ne s'est pas entendu avec son patron, ensuite ceci, ensuite cela. Et alors, il a envoyé à mon journal un article. Je vous lis l'avis du référé. Ce travail révèle des méconnaissances profondes en théorie des gaz. Là, il était en train de monter la guillotine, mais il n'y a pas de problème. Les types étaient prêts à voter parce qu'après, le vote, c'était est-ce que il passe chargé ou pas? Si c'est non, on lui foutu la porte. Bon. Et à ce moment-là, le délégué syndical avait des photocopies. Il dit moi j'ai un autre son de cloche, tac, 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 il envoie les trucs. L'autre voit ça. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces types-là, ils ont une capacité de se retourner. Ils ont dit ah, eh bien voilà qui change tout. Je vois que la relève est arrivée. Quels sont ceux qui sont pour qu'il passe chargé de recherche? Tout le monde a passé. Tap, je suis passé. J'ai senti le vent du boulet, comme on dit. Hein. Et alors quand je suis rentré dans le laboratoire où j'étais, j'ai retrouvé un type qui est mort maintenant, qui s'appelait Guénoche, qui dirigeait ce laboratoire, on m'avait casé, et il n'était pas mieux que le précédent. Hein. Disons que dans cette histoire-là, la combine avait été de me virer du corps des chercheurs pour me mettre comme ingénieur, et j'aurais travaillé pied et poilier pour Guénoche. Donc quand je suis arrivé dans le labo, Guénoche m'a dit ah, j'ai appris la grande nouvelle, on va arroser, alors comme ça, faux cul, comme c'est pas permis, quoi.
Et moi, je lui dis non, on n'arrosera rien du tout, je voudrais que tu me signes ce papier-là. Et je lui tends une feuille, et il lit, et il voit, je lui demande son accord pour passer à l'Observatoire de Marseille pour faire de l'astrophysique. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu vas faire de l'astrophysique? Oui, j'en fais déjà depuis 2 ans. Je suis pas au courant. Non, non, je te l'avais pas dit. J'avais publié toute une série de papiers d'astrophysique grâce à Lichnerowitz. Il a signé, j'ai pris une caisse et un carton, mes affaires, je suis parti. Je suis plus jamais revenu dans ce labo. Changé de nénuphar. Voilà, j'ai changé de nénuphar. Alors là, je suis passé sur le nénuphar astrophysique. C'était assez Vous bas. étiez déjà directeur associé au CNRS? Non, j'étais chargé de recherche. Pardon. Je suis devenu directeur beaucoup plus tard. Mais j'étais chargé de recherche, quoi. Alors, le truc, c'est que quand, justement, j'étais dans ce labo, j'étais passé un peu de Caraïbes dans ce là. Je trouvais que c'est magnifique, la recherche, vu de loin. Quand je vois des gens qui me disent « Ah, vous avez de la chance de faire ce métier ». Mais quand on va commencer dans les faits, c'est à pleurer, un truc pareil, quoi. On laisse pourrir le blé qu'on ne moissonne pas, on gâche des trucs inimaginables. Donc, je me suis dit, ne cherche pas un laboratoire où on fait ce qui t'intéresse, cherche un laboratoire tranquille. Alors j'ai pris ma longue vue, j'ai regardé à Marseille un endroit calme. Et l'endroit calme, c'était l'Observatoire de Marseille. Les astronomes, à l'époque, ils comptaient leurs étoiles, c'était tout à fait comme le Petit Prince, quoi. Quand on arrivait, ils étaient là, ils avaient l'air très calmes. Bon. Puis il n'y avait pas d'argent, quoi. Je veux dire, les astronomes sont pauvres, quoi. Donc ils ne s'étripent pas, il n'y a pas de grandes découvertes. Je me suis mis là-dedans. Hein. Et après, quand je suis arrivé, ils m'ont dit est-ce que tu veux de l'argent? Non, non, je veux rien. Pas d'argent, pas de téléphone, pas de crédit, rien. Comme ça, alors là, quand on arrive dans un labo et qu'on dit ça, on est accueilli à bras ouverts, parce que le CNRS donnait une certaine somme d'argent, et à l'époque, j'étais passé maître de recherche, donc je rapportais de l'argent au labo, mais en plus, ça servait pour les missions d'observation, et moi, j'avais rien, quoi. Mais j'avais rien, mais on me foutait la paix. C'est surtout ça. Alors là, j'ai pu faire des tas de trucs. J'ai fait des mathématiques. J'ai connu un mathématicien aveugle qui m'a appris des tas de trucs en géométrie. J'ai vraiment une vie professionnelle. Ça sera un peu long de tout raconter dans les vidéos, mais par exemple, j'ai beaucoup travaillé. Je crois que je dois avoir... oui, ça doit être par là. À cette époque-là, j'ai dessiné le retournement de la sphère. Alors effectivement, ah oui, le retournement de la sphère. Une sphère peut se retourner. Donc ça, c'est le numéro de janvier 79 pour la science. Hein. Et alors quand on va dans ce numéro, eh bien, c'est assez marrant parce que dans ce même numéro, vous avez la Z-Machine, je vous la montrerai tout à l'heure. Mais c'est vrai, qui date de l'époque, ouais, la Z-Machine de Jonas. Bon. Alors là, donc, voilà ce truc du retournement de la sphère, c'est épouvantable. Un truc comme ça. Voilà. Regardez ces dessins-là. Je veux dire, en France, il n'y a pas 10 bons hommes qui ont compris. Hein. Et en fait, à l'époque, l'été, j'étais guide de safari au Kenya. J'emmenais des clients en Tanzanie, en Kenya, j'adorais ça, etc. Puis un jour, j'ai vu un grand arbre avec plein de singes. Et là, ils étaient en train de se chamailler et tout ça. Et les singes qui vieillissent, ils ont les cheveux blancs, quoi. Et à ce moment-là, ils vont se mettre tout à fait en haut sur des branches assez minces. Et quand les gros mâles essayent de les emmerder, l'autre il dit viens, ça va se casser. Et je me suis dit oh là là, il faut que je me trouve une branche tellement sophistiquée que personne ne m'emmerdera. Et à ce moment-là, disons que je me suis pris un super nénuphar, c'est-à-dire que avant qu'on me critique, vous pouvez dire aux gens, avant de lancer des critiques contre moi, est-ce que vous êtes sûr que vous comprenez ce que je fais? Et alors, le retournement de la sphère, il y a encore une anecdote là-dedans qui est à mourir de rire. Effectivement, à l'époque, le CNRS avait pris un type qui s'appelait René Pollard, polytechnicien, qui est mort maintenant, et il a eu une carrière, il est devenu président du CNES. Quand il est mort, il était au commissaire à l'énergie atomique. Vous voyez, vraiment, c'est un type ambitieux, etc. Puis ambitieux, et puis intelligent, mais sans pitié, quoi. Et à ce moment-là, au CNRS, les gens ont dit René, est-ce que tu peux mettre petit ou pas, hein? Alors, on lui a donné mon dossier, et avec sa délicatesse habituelle, il a dit bon, j'ai vaguement regardé, mais il n'y a que de la merde. Carrément, hein, ça a commencé comme ça. Alors, j'ai tendu un piège un peu là. C'est-à-dire que l'année suivante, le rapport que j'ai fait, c'était les dessins du retournement de la sphère. Et alors là, au sein du CNRS, les gens disaient, vous vous rendez compte, ils se payent vraiment notre tête. Regardez, ils nous envoient un rapport, c'est des petits dessins. Là, il y en a qui disent, oh là là,
méfions-nous. Celui-là, il a déjà joué des tours de con à pas mal de patrons. On va se renseigner. Alors, ils sont allés à l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette. Vous savez, c'est la Mecque de la science, l'Institut de Bure-sur-Yvette. Et là, ils ont rencontré un mathématicien américain qui s'appelle Anthony Phillips et qui est l'auteur du premier retournement de la sphère, historiquement, en 67. Et quand Phillips a vu ça, il a dit « Oh, c'est le retournement de la sphère. Il y avait 2 types qui savaient faire ça au monde. Vous avez le 3e. Vous avez beaucoup de chance. » Et ils sont revenus en disant « On ne comprend rien, mais ça... » Oh, c'était tordant. Alors, c'est tordant, c'est le cas de le dire. Je retiens une phrase que vous me disiez juste avant qu'on lance la vidéo, c'est que justement la liberté, elle se donne pas, elle se prend. Ah oui. Donc ça peut caractériser un peu votre vie et votre recherche de liberté en général et de liberté d'expression en particulier. Ben oui, c'est vraiment le chien et le loup, c'est tout à la pointe de l'épée, point de franche l'épée. Et voilà un exemple de travail inimaginable. Alors même cette histoire de retournement de la sphère qui est pour la science, ça a encore une histoire anecdotique qui vous montre un petit peu de quoi il retourne. Donc, le type avec qui je travaillais avait confié mes dessins et tout notre boulot à la revue La Recherche. Hein. Et puis, ça traînait depuis 6 mois, 8 mois, 10 mois. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai téléphoné au contact qu'on avait à La Recherche, qui s'appelait Patricia Pinault, qui s'occupait des maths. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que ça ne se publie pas? Oh, monsieur Morin est un type impossible, on a confié ça à monsieur Max, Nelson Max en Amérique, qui va nous faire un article. Je dis, attendez, vous lui avez confié tous mes dessins et tout ça, donc vous lui avez confié un travail original. Oh oui, mais ça c'est votre problème, hein, c'est votre problème. Wow, on était en train de se faire piller par des Américains avec la complicité de la revue française de la recherche. Ça c'était mauvais. Hein, bon. Alors, je dis ça à Lechner-Horwitz, tout de suite il répond, faites-moi des notes au compte rendu de l'Académie des sciences, tac tac, on a verrouillé le truc très rapidement. Hein, bon, ça c'était fait. Ensuite, je connaissais aussi un type qui était médaille fil de maths, qui était Christopher Zeeman, un Anglais, très connu dans la théorie des catastrophes. Donc je dis à Zeeman, on est en train de se faire voler par les Américains, par Nelson Max. Il m'a dit, je vais le bloquer, comme au rugby. Donc, Zeeman a écrit une belle lettre à Max en lui disant que ce serait a shame on the mathematical community. Enfin, vraiment, il a dit que s'il il faisait ça. Donc, l'autre était coincé. Pendant ce temps-là, je suis allé voir la revue pour la science qui venait pratiquement de se lancer, et le rédacteur en chef, c'était Philippe Boulanger. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous dirait de voler au secours de français? Vous savez que pour la science, c'est la traduction française de scientifique américaine. Hein. Donc ça la foutait mal parce que c'était une revue d'obédience américaine qui concurrençait la revue française. Et moi j'ai dit au Boulanger, est-ce que vous seriez partant pour voler au secours de Français qui se font plumer par les Américains avec la complicité de la revue de la recherche? Il a dit ok, mais il faut que l'article se fasse en 8 jours. Et j'ai fait tous les dessins d'une semaine. J'ai dormi pour la science sur un lit de corps, vous voyez. L'article est sorti et il fait, je sais pas, 12-13 pages. Disons que il fait autorité dans ce domaine-là. Et alors à ce moment-là, donc c'est de l'astrophysique, les maths, la géométrie. Et alors vous allez passer donc à la cosmologie ou il y a encore d'autres étapes entre le temps? Oh bah, la cosmologie, on peut dire, c'est le prolongement normal de l'astrophysique. Là encore, il y a des gens qui me disent vous devriez écrire un livre, mais j'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai encore des tas de choses à vivre. Quand on écrit ses mémoires, c'est qu'on a fini. Là, moi, pas du tout. Je suis pris dans trop de choses pour avoir le temps de faire ça. Mais rien que ça, comment je suis passé de l'astrophysique à la cosmologie? Eh bien, disons que je me suis mis à faire de l'astrophysique à 7 dimensions. Hein, voilà. Alors, on peut dire, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Déjà, à 4, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec 7? Eh bien, le type qui a lancé ça, c'est Chandra Shekhar, hein, et qui est le prix Nobel, qui est mort, un type assez fantastique, un Indien. Et donc, moi, déjà, quand j'avais fait de la physique des plasmas, j'avais compris que ça ne se comprenait bien qu'à 7 dimensions. À 3, c'est pas bon. On ne comprend rien. Donc, je me suis lancé là-dedans. Ma foi, ça s'appelle la théorie cinétique des gaz. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais c'est vraiment rigolo. Alors, c'est rigolo parce que quand j'étais à l'Institut de mécanique des fluides et que je faisais ces calculs, c'était des calculs tensoriels. Hein. Donc, quand j'écrivais des trucs au tableau, les types qui ouvraient la porte, ils disaient « Ah !»
il foutait le camp, je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et c'est vrai que quand on regarde ma thèse de doctorat de 74, on a l'impression que c'est du chinois, quoi. Il y a plein de petits machins avec des ronds, des croix, des triangles, c'est bon. Mais ça marche, ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats. Oui, c'est pas des super cordes, quoi. C'est efficace. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour passer de la physique des plasmas à l'astrophysique? Ben, ça a été relativement simple. Il a suffi de remplacer les électrons par les étoiles. Voilà, c'est les mêmes équations. Et là, on en était même de l'astrophysique à la cosmologie, a priori. Alors après, la cosmologie, c'est qu'en jouant avec ces équations-là, qui s'appellent l'équation de Vlasov, l'équation de Poisson, etc., c'est très amusant. Et je faisais ça avec le directeur de l'observatoire, qui est devenu un copain, Monet. Tous les vendredis, on s'enfermait toute la journée dans une pièce, on revenait blanc de craie. Et à un moment, ben, on a retrouvé la cosmologie newtonienne, on a retrouvé des tas de résultats grâce à ces outils-là. Donc la cosmologie est apparue tout à fait normalement, quoi. Voilà, je ne pourrais pas expliquer comment, mais après c'est devenu fantastique parce que il y a eu cette idée assez curieuse de considérer qu'il y ait non pas une entité cosmique, mais deux. Et c'est des années après que je me suis aperçu que Andreï Sakharov avait fait pareil. Sakharov avait publié des travaux en 1967. Et moi, bon, j'étais dans ces histoires-là des années 80, et je ne savais pas que Sakharov avait fait ça. La communication n'était pas très facile. Et en fait, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler la théorie des univers jumeaux. Hein. Et en fait, c'est encore plus subtil géométriquement. Vous savez, ça me fait penser, c'est quoi, la phrase d'Archimède, nul n'entre ici qui est géomètre. Et ce qui est fantastique, c'est que la reine des sciences, c'est la géométrie. C'est pour ça que j'ai fait plein de géométrie, de petites choses comme ça. Il faut que le cerveau se forme à la géométrie. Et les grands sauts qualitatifs scientifiques comme la relativité restreinte, c'est un saut géométrique. C'est une reconsidération de la géométrie de l'univers. C'est rien d'autre. Hein. Ça ne consiste pas à mettre des flics en disant interdit d'aller plus de 300 000 km par seconde. Là, alors, d'ailleurs, j'ai fait une bande dessinée là-dessus qui s'appelle Tout est relatif. Et effectivement, je dirais que la contrainte de la vitesse de la lumière, c'est on ne peut pas aller plus profond que le centre d'une sphère. Voilà. Donc là, on est dans les années 80, 90 déjà. 80, des années 90. Ouais, 80. Ouais. Parce que vous êtes donc directeur de recherche au CNRS. Non, pas encore. Alors, vous pouvez rapidement expliquer ça, et puis après, parce que vous êtes encore inconnu du grand public à ce moment-là. Oui, je suis inconnu du grand public, exact. Et à ce moment-là, je crois qu'on va peut-être interrompre parce que sans ça, on ouvre un tiroir et tout va nous tomber sur les genoux. C'est là qu'il y a une rechute de MHD. Voilà, exactement. Ouais. Alors, je crois qu'il vaut mieux... Sous l'angle de la liberté d'expression, c'est intéressant de comprendre ce qui vous est arrivé, parce que vous êtes passé de l'ombre à la lumière quasiment instantanément, et rapidement, les foudres se sont un peu déchaînées sur vous. Bah, disons que je suis un peu le Robin des Bois de la science, quoi, c'est tout. Hein. Et Robin des Bois, il est obligé d'être seul d'abord, parce que quand on traîne des gens avec soi, c'est la catastrophe. Et vous avez vu cette histoire du retournement de la sphère. Ça, c'était vraiment comique. Ça, c'était un piège, quoi. Disons que j'ai tendu un piège dans lequel ils ont failli tomber, heureusement. Parce que si le CNRS avait fait un blâme parce que j'avais fait ce travail-là, alors là, Lichner-Horowitz sortait sa foudre de l'Olympe, comme ça. D'ailleurs, il avait foudroyé mon ancien directeur de laboratoire qui a loupé son entrée à l'Académie des sciences. Parce que Lichner-Horowitz s'est dit, regardez ce qu'il a fait petit, boum. Donc je suis, on pourrait dire comme définition, un pot de terre qui a cassé plusieurs pots de fer. Et vous avez remis en cause un certain nombre de dogmes scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement? Parce qu'on imagine que les scientifiques sont accrochés à des faits, à des réalités concrètes, et que donc ils sont moins perméables à l'idéologie. Or, dans votre cas, c'est plutôt l'inverse. Bah, vous savez, quand on s'occupe d'abord, quand on est expérimentateur, eh bien, il y a une chose, c'est que si on prédit des expériences, il faut qu'elles se fassent. Le drame, par exemple, des supercordes, c'est qu'elles prédisent rien. Hein. Moi, j'ai fait des calculs, j'ai dit, voilà, on va faire ça, 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 il va se passer ça, ça, ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et même dans ces années 60, quand on a fait cette expérience, mes collègues étaient sceptiques en disant, c'est pas possible qu'il y ait 8000 ampères. J'ai dit, on va rajouter 2% de gaz carbonique, il n'y aura plus rien. Ah bon, pourquoi? Parce que les électrons vont cogner dans les molécules de gaz carbonique, ils vont se mettre à tourner, ça va perdre de l'énergie, etc. Et ça s'est passé. Alors, c'est assez marrant. Ça fait penser aux expériences qu'on a fait en 2010 avec Jean-Christophe Doré. Je lui ai dit, vous allez donner des ordres à la nature, elle va vous obéir. Il faut vraiment un culot pas possible pour dire des trucs pareils. Donc là, c'est le théoricien qui prédit les expériences. Maintenant, pour ce qui est de l'astrophysicien, lui, il n'a pas à prédire, il a à interpréter ce qu'on voit.
Et le bon, c'est celui qui interprète. Et vous savez qu'actuellement, l'astrophysique et la cosmologie, elles sont dans la mélasse jusqu'à l'extrémité des cheveux. Ah bon. Alors, mais donc, je reviens à ma question précédente, c'est le dogme scientifique. Comment est-ce qu'on en sort? C'est-à-dire, vous avez tout le monde contre vous, ça vous l'avez expliqué, vous êtes un homme seul. Et comment vous renversez? Est-ce que vous arrivez déjà à renverser les choses? J'arrive pas à renverser. Tenez, par exemple, j'ai publié des travaux d'astrophysique et de cosmologie depuis 20 ans. J'y arrive à rien. Mon livre, On a perdu la moitié de l'univers, il date de 97. Ça fait combien, 15 ans, quoi. Personne n'en parle. Je veux dire, quand vous voyez de temps en temps dans Sciences et Avenir, La Recherche ou Sciences et Vie, des articles complets consacrés aux univers parallèles, au Baby Universe, c'est des clowneries, des choses comme ça. Il n'y a que dalle, il n'y a rien. Ces gens n'expliquent rien, ne prévoient rien. C'est-à-dire qu'ils ne vous consultent pas pour... Pas du tout, pas du tout. Et j'arrive même pas à parler en séminaire. Parce que les séminaires, qu'est-ce que vous voulez? C'est des faux sur Lyon. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un challenger qui dit, bon, ben, moi je descends et j'ai telle idée. Et à ce moment-là, soit on est d'accord, soit on ferraille, quoi, c'est tout. Dans cette affaire-là, j'ai jamais perdu un combat. Ils le savent. Et donc ça veut dire que la science est soumise à des pressions qui sont sociales, qui sont culturelles, qui sont idéologiques, qui sont financières ou autres? Toute forme de pression, y compris la pression interne des scientifiques eux-mêmes. Moi, je dirais, c'est valable dans tous les pays. On pense que les Américains sont ouverts, mais je me rappelle un jour, j'ai fait irruption dans un laboratoire américain, et quand je rentrais dans le bureau du type, je pensais aux phrases qu'on entend dans les westerns, étranger ne descend pas de cheval avant d'avoir été invité, quoi. Je veux dire que ça flingue, vous n'imaginez pas. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que les gens disent, mais vous êtes violent, vous vous traitez de tous les noms. Non, non, on s'envoie des théorèmes à la gueule. Je veux dire que, vous savez, dans ces domaines, par exemple de physique théorique, prendre un théorème entre les deux yeux, c'est grave. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut arriver, c'est de dire à un collègue, j'entends votre critique, mais je pense que vous faites une confusion et c'est pas exactement sous cet angle que ça se... Et là, on est en train d'expliquer qu'il n'a rien compris. Et là, c'est l'horreur. Et c'est arrivé plusieurs fois, vous savez. Le type est très mal. Voilà. Oui, vous me racontiez avant qu'en début de cet entretien, que ça vous était arrivé, mais des fois vous vous reteniez parce que vous ne vouliez pas faire de l'ombre à vos collègues. Se retenir, quand un type dit ce que vous dites c'est de la connerie, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous raconter des anecdotes quand j'étais jeune chercheur, par exemple. Quand j'ai commencé en physique des plasmas, par exemple, je suis allé à un colloque de physique de la Société française de physique. À l'époque, il y avait un ponte, d'ailleurs vous le trouvez dans Internet, c'est M. Delcroix, le professeur Delcroix, il était là, c'était la physique des plasmas lui tout seul. Bon. Et les types passaient les uns après les autres, et Delcroix les envoyait se rasseoir après leur donner 2 gifles. Par exemple, le type qui est passé avant moi, c'était... vous savez, quand je vois votre méthode de mesure de densité électronique, je m'interroge. Vous savez, franchement, je m'interroge. Alors tout le monde faisait, il s'interroge. Alors Delcroix s'interroge. Il n'y a pas... Le type ne pouvait pas dire, mais... Bon Dieu, vous dites quoi? Ça veut dire quoi? Non, non, il repartait la queue basse. Je me suis dit, merde, moi je vais pas me comporter comme ça vis-à-vis de ce gros tas, quoi, zut. Hein. Donc je suis passé, j'ai présenté des travaux théoriques assez compliqués, mais que Delcroix pouvait comprendre. Et Delcroix, il commence en disant, bon, alors là, nous sommes face à vraiment une scolastique de la discipline, disons que ces calculs servent strictement à rien, et que si on faisait l'application numérique, on trouverait des conneries, etc. Et là, et puis il se retourne vers moi et leur dire, bon, ben, maintenant, vous avez pris votre branlée, vous pouvez aller vous rasseoir. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben, écoutez, au risque de vous contredire, ces calculs, je les ai faits. Et j'ai sorti. Et à ce moment-là, il était échec et mat, quoi. Et à ce moment-là, il a dit, ah, eh bien, je vois que la relève est assurée, toujours la même chanson, tralalala. Hein. Et alors après, j'ai dit, mais puisque nous en sommes à nous faire des petites remarques, M. Delcroix, dans votre livre, j'ai trouvé une formule qui permet de calculer la distance de bail en bitempérature. Mais là-dedans, vous faites telle approximation. Delcroix qui me dit, mais comment voulez-vous faire autrement? Eh bien, je vais vous montrer. Et je lui montre. L'horreur. J'étais jeune chercheur. Hein. Je vais me rasseoir, je vois les types de ceux-là qui me disent, qui tu es, toi, qui as flingué Delcroix? Voilà. Ouais. C'est ça. Mais les histoires, j'en ai des dizaines à raconter comme ça. Ça, ouais. C'est une démarche individuelle, mais est-ce que vous pourriez donner une recette, peut-être, pour la recherche scientifique française, déjà, pour sortir de ces pesanteurs et de ces dogmatismes et de ces freins à la libre recherche? Ayez du talent et les nerfs solides. C'est tout. Hier, c'est un travail, c'est un métier de cow-boy, quoi, c'est tout.
Si vous voulez, si on me disait, c'est quoi votre carrière? Ben voilà, j'ai un flingue, alors telle année c'est un tel, là c'est Delcroix, il est tombé comme une masse, là, etc. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Au niveau individuel, mais au niveau général, si vous êtes demain président de la République et que vous vous occupez de la recherche ou ministre de la Recherche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, j'ai une réponse, ça sera peut-être un petit peu long, mais c'est intéressant. Ouais. Vous savez, la question de l'activité scientifique, elle est basée sur les publications. Hein, et les publications scientifiques, c'est un cauchemar, parce que qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique? Eh bien, c'est une bande de fripons qui se sont groupés. Par exemple, vous avez une revue qui s'appelle Classical and Quantum Gravity, la gravité classique et quantique. C'est extraordinaire parce que c'est un projet de revue, vu que on n'a jamais quantifié la gravitation. Donc voilà, une revue qui traite de la gravitation quantique, alors que c'est comme les trucs sur les supercorps, quoi. Vous voyez. Bon, vous avez des gens qui font des carrières, qui accumulent les publications. Vous avez un type qui m'attaque très violemment, par exemple, qui est Riazuelo, qui est à l'Institut d'astrophysique. Il m'a attaqué, je lui ai demandé à pouvoir lui répondre en séminaire dans son labo. Il ne m'a pas répondu, son directeur non plus. Et moi, je suis prêt à y aller demain, ça date déjà de plusieurs années. Et je vous assure que face à moi, Riazuelo, il ne tient pas 5 minutes. Et il le sait, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Alors, vous voyez, c'est, comment dire, c'est comme un jeu d'échecs où vous avez des gens qui, tout d'un coup, ils prennent la tour, ils la font aller en diagonale. Vous dites, vous êtes en train de tricher. Oui, mais c'est moi le plus fort. Mais est-ce qu'il faut un organisme de régulation alors l'organisme de régulation, disons que la pierre de touche, en principe, c'est les revues à référer. Alors, les gens se font des carrières comme Riazuelo, comme Blanchard, comme des tas de gens comme ça, parce qu'ils accumulent des articles, ils ont une quantité d'articles, ils sont cités. Or, dans cette histoire-là, on forme un petit groupe et on s'entrecite. Alors, je publie, et quand vous voyez les articles, le gars, il est là, il cite Dupont, Durand, et l'autre fait pareil. Alors, comme c'est géré par des moteurs de recherche, mon Dieu, mais on s'aperçoit qu'il a été cité, je ne sais combien de fois. Alors, Jean-Pierre Petit, il n'est pas beaucoup cité, vous voyez, donc c'est pas bon, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'est pas cité. Hein. Moi, je suis cité. Hein. Mais, regardez, par exemple, prenez ce type comme Riazuelo, ce polytechnicien qui est à l'Institut d'astrophysique. Cherchez son site. Il n'a pas de site internet où il mettrait ce qu'il fait, parce que quand on fait ça, eh bien on est obligé de se découvrir. Il a par exemple un de ses copains qui est Blanchard, qui m'a je ne sais combien de fois attaqué dans le passé, et il a un site internet, c'est indigent ce qu'il a fait. Il ne peut pas dire « j'ai découvert telle chose ». Moi, j'ai des choses à dire. Si vous allez sur ma bibliographie dans Wikipédia, Jean-Pierre Petit, j'ai des claims, comme ils disaient en Angleterre. J'ai trouvé ceci, j'étais le premier à faire ceci. Il ne faut pas être modeste en recherche. Il faut dire « je suis le meilleur, j'ai été le premier à faire ci, à faire ça, un bon sang de bois hein ». On n'est pas là, on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas pour rééditer ce qu'ont fait les autres. On est là pour faire du neuf, pour innover, pour être en pointe, c'est tout. Ces gens-là, ils ne sont pas en pointe, ils n'ont rien trouvé. Voilà. Peut-être qu'ils sont plus intéressés par les gratifications que mais la question, c'est comment faire le tri dans ces trucs-là. C'est terrible. Alors évidemment, vous avez des choses, les gens, ils prédisent quelque chose et ça arrive. Mais quelquefois, on est dans la merde. Par exemple, actuellement, regardez le LHC, le Large Hadron Collider. On construit une énorme machine et puis ça marche pas, il n'y a pas de résultat. Le boson de Higgs, on le trouve pas. Vraiment, c'est la butyrocinèse, on pédale dans le beurre. Alors, le truc, c'est que quand on prend les revues scientifiques, il y a une chose qui pourrait éventuellement permettre de sortir de la mélasse. Vous prenez un truc comme Wikipédia, qui est un outil génial, un outil qui est interactif. Hein. Vous avez un type, il écrit un article, bon, après, dans la discussion, il peut y avoir un imbécile qui lui enlève son truc, mais au moins, je suis pas d'accord. Hein. Alors, imaginez qu'on fasse des publications, justement, dans cette structure qui ressemble à Wikipédia. À ce moment-là, vous dites, déjà une chose, c'est qu'on dispose de couleurs. On peut mettre du bleu, du rouge, du vert, etc. Donc, on prend un code de couleurs. C'est-à-dire, tout ce qui est en noir ou en gris, c'est ce qui a déjà été fait. Et puis si c'est du rouge, ça veut dire j'innove, je dis quelque chose, théoriquement c'est solide et expérimentalement c'est conforme. Vous voyez, à chaque fois avec un code de graduation de couleurs, disons le rouge c'est ce qu'il y a de plus revendicatif. Et puis maintenant si c'est bleu, c'est pas mal, mais ça demanderait d'être prouvé. Vous voyez, un wiki de la recherche scientifique. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez un type qui annonce son truc. Alors déjà, quand vous prenez les publications des gens, si dans ces publications qui ont l'air si importantes, vous aviez une partie en rouge, vous verriez ce qui reste. Dans ce texte, la plupart du temps, la partie personnelle, c'est rien. 9/10 ou 95% du papier, c'est le blabla où il raconte. Et ce serait valable pas uniquement en sciences d'ailleurs. Bien entendu, bien entendu. Et à ce moment-là, quand un type dit, il cite son travail, il y a un type qui pourrait dire, je suis désolé, ce que vous dites là, ça a été trouvé pour un polonais telle année. Tac. Et il est obligé de. Donc vous avez une publication scientifique qui est évolutive.
C'est-à-dire que le type, il est obligé d'en tenir compte. S'il dit, j'ai trouvé ça, qu'on dit non, vous n'êtes pas le premier, hein, ou vous n'avez pas cité un tel, il est obligé de... Donc vous avez... C'est comme pareil, Wikipédia, ça a de bons et de mauvais côtés. Mais dans le bon côté, vous avez des gens qui construisent un article dans des situations qui sont les moins conflictuelles, dans l'historique. Hein, on évoque telle période je sais pas, bon, à ce moment, les gens, des historiens vont s'empailler sur tel truc, puis à la fin, ils finalement pas se mettre d'accord. Donc il y a une espèce de consensus, de stabilité qui se fait. Et cette stabilité peut toujours être remise en question. Il y a un type qui peut très bien dire, mais non, je ne suis pas d'accord, quand vous dites ça, c'est faux, j'ai la preuve, etc. Donc vous avez, l'article est évolutif. Là, vous avez des articles qui sont faits avec un consensus mou, avec des gens qui s'entre-soutiennent, c'est effarant. Là, on aura parlé tout à l'heure de la physique théorique, je vous parlerai des supercordes, vous allez en découvrir des vertes et des pas mûres. C'est extraordinaire. Bon, alors, restons dans la science, mais restons aussi dans la liberté d'expression, parce qu'arrivent les années 90, et là, vous passez, donc je disais tout à l'heure, de l'ombre à la lumière, et une lumière dense, puisque vous allez faire plusieurs émissions de télévision. Et est-ce que vous pouvez nous parler, justement, vous êtes avec Benveniste parfois sur certains plateaux, chez Berkoff notamment, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire vous créez un peu la stupéfaction générale, et qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence à ces passages? Ça c'est un autre dossier, parce que justement moi je suis partisan de ne pas faire des trucs de 2 heures, oui. Et là on entre dans un deuxième truc où ça va... alors on est sur la liberté d'expression, donc c'est sous cet angle qu'on peut l'aborder. Alors liberté d'expression, c'est pas seulement la liberté d'expression, c'est la liberté d'action. Est-ce qu'on a le droit d'agir? Vous voyez, quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, on pourrait dire toute science n'est pas bonne à faire. Et là, dans tout ce que je vais vous raconter là, je me suis aperçu qu'il y avait une raison d'état en science. Il y a des recherches qu'on ne doit pas faire. Donc, revenons dans les années 60, j'ai construit une espèce de sarbacane à plasma qui fait 6 mètres de long, boum, qui envoie des rafales à 2750 mètres secondes, à 10 000 degrés ou 6 000 degrés, et puis on a un électroaimant, avec ça on a des forces de la place qui ralentissent le gaz très fort. En le ralentissant, l'énergie cinétique admise de MVD est transformée en électricité. C'est pour ça qu'on arrive à avoir une cuillère qui a la taille de ce verre et qui sort 4 MW. C'est vachement sympathique. Alors évidemment, 4 MW pendant 50 microsecondes. Donc après, on devient plus modeste parce qu'on se dit, avec cette électricité, je pourrais juste faire marcher une lampe de poche pendant 2 minutes. Mais bon, les mégawatts, c'est les mégawatts. Bon. Et effectivement, quand on ralentit ce gaz très violemment, on a des moyens de mettre ça en évidence. J'étais le seul au monde à le faire, à ralentir au point d'avoir une onde de choc. Donc autrement dit, le ralentissement du gaz dans une tuyère à section constante crée une onde de choc. Hein. Disons que si on pouvait faire ça en analogie hydraulique, imaginez un petit canal avec de l'eau acidulée qui s'écoule, et puis cette eau acidulée, elle circule à une vitesse supérieure à la vitesse des ondes de surface. C'est équivalent à un écoulement supersonique. Vous savez que si vous prenez un cure-dent et que vous mettez ça dans l'eau, vous allez avoir 2 petits V comme ça, et s'il y a le petit V, c'est que c'est l'équivalent du supersonique. C'est que l'eau s'écoule à vitesse plus importante que les ondes qui sont créées par votre bouchon de pêche à la ligne. Si vous allez sur un étang pêcher à la ligne, vous faites aussi votre bouchon, vous avez des ondes qui vont partir à 8 cm secondes. Et bien si vous mettez de l'eau à 15 cm secondes, ça y est, vous êtes supersonique. Et à ce moment-là, si vous prenez cet écoulement, que vous mettez des forces électromagnétiques avec des électrodes, un aimant, vous pouvez ralentir l'eau, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer un bourrelet. Comme un tsunami, et c'est l'équivalent d'une onde de choc. Donc autrement dit, on peut créer cette vague, qui est l'analogie d'une onde de choc, sans obstacle mobile. Et là, je faisais ça avec les gaz. Et puis à ce moment-là, quand j'étais à l'Observatoire de Marseille, des années après, je me suis dit, c'est curieux, avec des forces électromagnétiques, on peut fabriquer une onde de choc. Et peut-être qu'on peut les enlever. C'est intéressant. Ah, alors là, je l'ai écrit dans un livre, je dis que ce ne sont pas les chercheurs qui s'approprient les idées, ce sont les idées qui s'approprient les chercheurs. Donc il y avait une idée qui passait par là, qui s'est saisie de Jean-Pierre Petit, et là, après, je ne pouvais plus lâcher, quoi, c'est tout. Donc à ce moment-là, cette idée a commencé à me travailler. Donc j'ai fait des articles qui ont été publiés dans le Bon Lifnerowitz dès 75. Donc on a appelé ça convertisseur MHD d'un genre nouveau. Hein. En plus ça avait une drôle de gueule. Ça marchait mieux quand c'était rond. Vous voyez, c'est déjà les ennuis qui commençaient à arriver. Mon Dieu. Alors après, j'étais... Pourquoi les ennuis, juste?
Ah bah, vous allez voir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, ma foi, j'avais un copain astronome qui, lui, était intéressé par ces choses-là, et on s'est dit, on va monter une expérience. Alors, effectivement, il y avait les ondes de choc, et puis il y avait d'autres. Les ondes de choc, ça fait du bruit. Vous voyez, quand vous avez un avion qui passe à vitesse supersonique, bam, vous avez le choc comme ça. Hein. Et puis, il y a aussi la turbulence. La turbulence, ça fait du bruit. Regardez les pannes d'un hélicoptère qui fait tchouk, 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 tchouk. Ça, c'est la turbulence. Alors, à ce moment-là, on a monté une expérience dans de l'eau acidulée avec un cylindre. Et puis, derrière un cylindre, quand vous êtes... Oh, c'est joli, c'est joli. Quand il y a un cylindre et que vous avez l'eau qui s'écoule, derrière, brrr, il y a une turbulence pas possible. Et là, tu me laisses parler, oui? Si, c'est adorable. Alors, donc, quand on branche les fils, tac, la turbulence disparaît. Vous savez, c'est impressionnant. Tac, on voit le fluide avec des filaments d'encre. Maurice avait mis tout un système où il y avait de l'encre de Chine qui coulait, on voyait très bien. Donc, ça y est, première chose, oui, on peut faire disparaître la turbulence. Alors après, le problème, c'était les ondes de choc. Alors, j'avais pas de soufflerie supersonique sous la main à l'Observatoire de Marseille. Donc, on se fait prêter un gros électroaimant de 2 Tesla et on monte une expérience et on met un objet. C'est pas difficile, si vous voyez ça, vous voyez mon stylo là, ça va faire c'est exactement un petit cylindre de ce diamètre-là. Un petit cylindre de ce diamètre-là mis dans un écoulement d'eau avec une belle onde frontale devant et à ce moment-là, on branche les fils, plus d'onde. Moi j'aime bien les expériences qui marchent au premier essai, comme ça on s'embête pas là. Là, on s'est dit, nom de Dieu, on a mis le doigt dans quelque chose d'important. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que la presse, il y a Jean-Claude Bourret qui a récupéré ça dans un livre, tout ça. Je suis passé un peu à la télé. Puis, je veux dire, à cette époque-là, je ne me rendais pas compte de la foudre qui allait me tomber sur la tête. Pour nous, on avait trouvé quelque chose de très amusant, très rigolo. Hein, on pouvait se déplacer à vitesse supersonique, dans l'air dense, sans faire de bang, ni de turbulence. Et démontré scientifiquement. Voilà, démontré scientifique, il y avait une voie de recherche extraordinaire. Bon, alors, après, donc, il y a des tas d'épisodes sur lesquels je vais passer, mais il y a un type qui prend contact avec moi, qui s'appelle Bertrand Lebrun, que j'ai revu il y a 6 mois, 1 an, et qui me dit, moi j'ai fait les arts et métiers, je suis ingénieur, et j'ai envie de faire une thèse de doctorat avec vous. Bon, je dis, écoutez, si vous voulez des emmerdements, c'est garanti, il n'y a pas de problème. Il me dit, moi je m'en fous, j'ai envie de m'amuser un peu. Bon, ok. Alors, il s'inscrit à un DEA. DEA, c'est diplôme d'études approfondies. Donc, il faut passer 2-3 certificats supplémentaires, etc. Puis après, il faut faire un mémoire. Donc, à ce moment-là, on choisit cette expérience réussie de suppression de fluidage turbulent. On va à Marseille, à l'Institut de la turbulence, on leur parle de ça. Il y a le directeur qui dit mais si vous supprimez la turbulence, de quoi allons-nous vivre? Bon, mais c'était quand même intéressant comme truc. Donc le type dit bah écoutez, voyons ça à l'automne. Vous allez en Russie au mois de juillet, et puis on verra un peu ce qu'on peut faire, etc. Bon, donc Lebrun avait fait ses syndicats avec brio, et on devait passer à l'expérience. Donc à l'automne, je me retrouve dans ce laboratoire de turbulence de Marseille, l'Institut de turbulence, et tout d'un coup je constate que les visages sont fermés, tout le monde me fait une gueule de 6 pieds de long, le directeur, tous ses assistants et tout ça. Bon, on va très bien. Et le directeur dit oui, mais est-ce que cette expérience ne risque pas de perturber nos ordinateurs? Moi, je dis écoutez, si on prend un électro-élément comme ça, il n'arrive pas à dévoyer une boussole à 1 mètre. Alors si vraiment c'est ça, il va falloir que vous vous blâmiez contre le champ terrestre. Bon, puis après, il dit oui, mais est-ce qu'il ne faut pas des puissances considérables? Ben, il dit 600 watts, je crois que ça doit être à peu près un séchoir à cheveux. Puis là, bon, j'ai compris que c'était pas la peine d'insister. On est sorti de là avec Lebrun, on s'est fait foutre dehors. Quoi. Pourquoi? Entre-temps, la direction du labo avait téléphoné au CNRS qui avait dit vous êtes fous, vous mettre là-dedans, il n'y avait pas question, vous savez très bien que derrière, bon, voilà, ça sentait le soufre et tout ça. Bon. Alors on s'est trouvé comme deux couillons avec Lebrun, et à ce moment-là j'ai eu une idée théorique, puisque justement l'expérience nous passait sous le nez, alors il fallait revenir au premier crayon. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans parce que c'est un peu compliqué, mais disons que c'était assez intéressant, et surtout ça débouchait sur une chose,
c'est qu'il y avait 3 mécaniques des fluides. Il y avait la mécanique du fluide subsonique, il y avait la mécanique supersonique classique avec les ondes de choc, et il y avait une mécanique des fluides supersoniques sans ondes de choc. Et ça, vous savez, c'est criminel que la France n'ait pas donné suite à ça. C'est vraiment, c'est honteux, quoi, je veux dire, parce que ça, c'est un domaine de recherche fondamental, fantastique, c'est tout. Et on était les premiers, les Français, à faire ça. Bon. Alors, depuis, d'autres pays nous ont rattrapés ou dépassés? je vous raconterai, c'est plus compliqué que ça. Ah bon, pardon. Ah oui, parce qu'il y a les applications militaires, forcément, qui sont milieu, bien sûr. Se déplacer à vitesse supersonique sans faire de bang, c'est un magnifique missile de croisière hypersonique. Bon, alors donc, je donne des indications théoriques à Lebrun, et on a fait ça avec un Apple II. Vous vous rappelez, l'Apple II, c'est une espèce de brouette comme ça qui tournait en 2 MHz. Macintosh. Non, c'était pas le Macintosh, c'est l'Apple. Le Macintosh, c'est après. C'était l'Apple II, avec ses 48 K de mémoire centrale et tout ça. Bon. Donc, il fait son mémoire, craque 18 en mémoire. Autrement dit, il est en tête du DEA, quoi. Alors, une fois qu'on a fait le DEA, ben, il y a des étudiants, mettons ils sont 6 ou 7, ben, les plus brillants, ils ont les bourses. Donc, il y a quelques bourses qui sont données par les instituts mécaniques des fluides de la région. Et lui, il va pour s'inscrire et on lui répond « Non, vous ne pouvez pas avoir de bourse car ce sujet n'intéresse pas les laboratoires de la région. » Bon, le blocage continuait. Et alors les parents de Lebrun lui disent « Bah écoute, si tu as envie de faire cette thèse, on va se serrer la ceinture, tu n'as qu'à t'inscrire sans bourse. » Il y va et à ce moment-là, il y a un refus de l'inscrire. Ouais. Alors là, je suis allé voir Coantic, qui était directeur du conseil doctoral de mécanique des fluides, et je lui dis Lebrun est allé s'inscrire pour faire une thèse de doctorat dont le thème est utilisation des forces électromagnétiques pour supprimer une onde de choc. C'est quand même pas luciférin, quoi. Hein. Il m'a dit oui, mais la décision négative a été prise, et ça n'est pas pour des raisons scientifiques. Alors là, je vous jure, j'ai senti le sol vaciller sous mes pieds, parce que je suis universitaire quand même, vous voyez, je suis au CNRS, mais l'université pour moi c'est un bateau, c'est quelque chose, tout d'un coup on a l'impression que le sol bouge, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc, là vous aviez conscience à l'époque de toucher à la raison d'État ou scientifique comme vous dites? Ah ben vous allez voir la suite, parce que ça ne fait que commencer. Donc quand je me suis trouvé avec un truc comme ça, je ne savais plus quoi faire, quoi. Et à un moment, il y a un type qui me dit, tu sais, la semaine prochaine, il y a Papon, qui est directeur général du CNRS, qui vient à Aix, un endroit qui s'appelle le pavillon de l'enfance, c'est une propriété que le CNRS a acquis, où il faut leur garder une partie, comme ça, côté mondain, quoi. Donc je vais là-bas, je dis, où est-ce qu'il est Papon? Il me dit, là-bas. Je lui tombe dessus, et je lui explique mes malheurs et tout ça. Et Papon soupire en disant, ah oui, vous savez, la recherche, enfin il avait l'air de dire, diriger le CNRS, c'était pas une sinécure. Et à ce moment-là, je me dis, ça va tourner court, il va me dire, je peux rien faire. Et à ce moment-là, j'ai bluffé. Je m'en souviens que c'était hier. C'était à moitié vrai, puisque j'avais des contacts de ce côté-là. Je dis, écoutez, on fait des expériences dans une chambre de bonne. Et c'est vrai qu'on en était là, puisque comme j'avais pas rien à l'Observatoire de Marseille, on avait une chambre de bonne. Donc, j'ai Paris Match qui a proposé de visiter. Si vous faites rien, je leur dis oui, ils viennent faire un reportage la semaine prochaine. Alors, vous voyez, ça, à la direction générale du Sénat, ça fait peur, quoi, parce que la MHD française dans une chambre de bonne, ça va pas. Du coup, son adjoint, qui s'appelle Combarnous, m'a téléphoné en me disant, écoutez, calmez-vous, on va s'occuper de vous. Alors, vous voyez, là, c'est pas, comment dire, c'est pas l'absence de liberté d'expression, c'est vraiment la prise d'otage, quoi. C'est-à-dire que Jean-Pierre Petit est toujours enfermé avec le directeur général du CNRS et menace de se faire sauter avec lui, si, voilà, etc. Bon. Donc, Combarnous me dit, on va essayer de faire quelque chose. Et il me rappelle quelques jours après, parce qu'il me dit, le CNRS a quand même des moyens de pression sur les labos, etc. Il m'a dit, je ne sais pas ce que vous leur avez fait, mais les 3 directeurs des 3 labos de Médiaflux de la région ont menacé de démissionner en bloc si on les contraint d'accepter ce sujet de thèse. Oh. Donc vous voyez, c'est vertigineux comme truc. Bon. Alors, Combarnous me dit, écoutez, on va faire une chose, on va vous donner une bourse d'ingénieur docteur, 3e cycle, pour votre gars, et vous allez l'inscrire en maths appliquées. Alors, je dis, mais c'est pas des maths appliquées. Non, mais c'est le seul endroit où ils ont accepté de le prendre. Donc nous voilà, on atterrit en maths appliquées et très rapidement on fait des publications, Lebrun fait son truc, etc. Puis à l'époque, maintenant il n'y a plus qu'une seule thèse qu'on appelle la nouvelle thèse, etc. Dans le temps, on faisait un 3e cycle, après une thèse d'État.
Donc le 3e cycle s'était réglé, donc la soutenance a lieu, le gars il a sa thèse en poche, et puis très rapidement on envisage de transformer ça en thèse d'État. Et le problème se repose. C'est-à-dire qu'on avait tout, on avait le jury, on avait les publications, on avait le manuscrit, puis le conseil doctoral de mécanique des fluides ne voulait rien savoir. Alors à ce moment-là, Souriau, mathématicien, me dit écoute, dans ces cas-là, il y a une procédure normale, c'est que tu envoies le manuscrit de thèse au président de l'université et il soumet ça au conseil scientifique de l'université qui va choisir où mettre ça. Ah bon. Alors je fais ça, je rencontre le président de l'université et à l'époque, c'était l'université d'Aix-Marseille. Aix, c'était les lettres, Marseille, c'était les sciences. Donc, une année sur deux, c'était la scientifique, une année sur deux, c'était la littéraire. Là, c'était la littéraire. Je rencontre ce gars-là qui lui dit, bon, je vais transmettre ça au conseil scientifique. Donc, il transmet, les mois passent, et puis, au bout de 2 mois, je téléphone à la secrétaire et je lui dis, est-ce que le manuscrit a été soumis au conseil scientifique? Oui. Bon, alors, quelle a été la décision? Elle a cette phrase, elle me dit, vous savez, je vous avouerai que le conseil n'était pas très chaud. Je dis, attendez madame, ça veut dire quoi pas très chaud? C'est oui ou c'est non, hein? Là, ils n'étaient pas très chauds. Mais là, on s'est dit, mais dans quel monde je vis, quoi? C'est hallucinant. Un type refuse l'inscription en thèse parce que, pour des raisons non scientifiques, et là, ils ne sont pas très chauds. Hein? Bon, alors, à ce moment-là, j'ai un de mes vieux copains qui s'appelait Coirier, qui était un type merveilleux, qui était à la fois un scientifique et un précipitateur, professionnel. C'est rare. Il me dit, écoute Jean-Pierre, viens soutenir ça chez nous parce que tu vas devenir fou. Donc, on a inscrit la thèse à Poitiers et la soutenance s'est faite à Poitiers. Alors ça, c'est pour la partie universitaire. Maintenant, il y a un autre volet qui est la partie expérimentale. Il y a un moment où on était... Alors, dans ces histoires de thèse, ça va amuser les gens parce que maintenant, l'informatique, les gens savent un peu ce que c'est, ils connaissent. C'est vrai que quand on parle de la Macintosh, vous avez des petits Macintosh qui ressemblent à des espèces de petites boîtes comme ça, c'est 2 MHz et 512 câbles de mémoire centrale. Hein, et pas de disque dur. C'est vraiment la brouette, quoi. Bon. Eh bien, Lebrun a fait sa thèse de doctorat avec des simulations de mécanique des fluides 2D sur un Mac comme ça. Et quand on a présenté les travaux, on les a publiés et tout ça, Combarnus nous a dit, ça n'est pas possible. Et j'ai dit non, c'est pas possible avec un Mac, mais avec 5, oui. C'est-à-dire qu'on a fait du multiprocesseur avec une moto. C'est-à-dire qu'on avait 5 Macs qui travaillaient la nuit, et puis le matin, Lebrun passait avec sa moto pour récupérer les résultats, il remettait dedans, il redispatchait. Donc on faisait du multiprocesseur avec 5 Macs. Maintenant, bon, mais on a inventé ça avant la lettre. Bon, on se débrouille, quoi, voilà. Alors, ensuite, Combarnous, c'était un type très sympa, ça l'amusait assez, ce truc-là, et il me disait, bon, il nous avait acheté un Mac, hein, on était contents, ça coûtait quand même aussi cher à l'époque. Et il me dit, alors vous êtes heureux? J'ai dit non, je voudrais faire des expériences. Comment en plus vous voulez faire des expériences? Oui. Toute la thèse de Lebrun, c'est le calcul d'une expérience qui va marcher au premier essai. Je suis sûr que ça va marcher au premier essai. Ah, dit Combarnous, et comment on fait? Je dis voilà, il y a une montagne de condensateurs à Fontenay-aux-Roses qui proviennent du démantèlement du tokamak qu'ils avaient fait là-bas. Et puis il y a ci, il y a ça, etc. Et Combarnous se marre et il me dit, en somme, vous me proposez de faire de la recherche de pointe avec du matériel de rebut. Oui, exactement. Bon, évidemment, les gens me demandaient qu'à se débarrasser de ce matériel. Bon. Alors, un mois passe, il va à droite, il va à gauche, il me téléphone, et il me dit, j'ai vécu ce que j'ai jamais vécu de ma vie. C'est-à-dire que j'arrivais dans les labos en disant, voilà, le CNRS s'intéresse à ce thème de recherche, et nous offrons des contrats et des postes. Et quand vous dites ça au CNRS, les gens ils sont prêts à grimper aux arbres, quoi. De l'argent et des postes, tout de suite. Non, les types disaient, non, on a tout ce qu'il nous faut, ça va. Et alors il a cette phrase dont je me souviendrai toujours, il disait, écoutez, le seul labo dont je ne me serais pas fait foutre dehors, avec vos idées à la con, c'est un labo de Rouen, allez-y. Bon, ok, je vais au Coria, au labo de Rouen, qui est dirigé par le professeur Valentin. Et lui, c'était pas le sujet de recherche, ce qui intéressait, c'est l'argent, c'était le contrat, quoi. C'est le contrat Machalet. Donc, il y a un montage qui se fait. Et comment se faisait cette expérience? Certains l'auront deviné, c'est le fameux le tube à choc, le canon à gaz chaud. Disons qu'un truc comme ça,
pour faire une expérience comme ça, il faut que le gaz soit conducteur d'électricité. Et pour qu'il le soit, il y a une solution, c'est d'avoir un gaz à 10 000 degrés, quoi, tout simplement. Donc, utiliser ce qu'on appelle une soufflerie onde de choc, et on fait une expérience qui dure 50 microsecondes. Mais, principe, il ne faut jamais poursuivre une expérience plus longtemps que nécessaire. Vous verrez que ça aura des suites après. Donc là-dedans, on pouvait très bien faire cette expérience-là, et les technologies étaient tout à fait au point. Moi, je maîtrisais complètement le truc, et il y avait un tube à choc, il y avait une soufflerie onde de choc à Rouen. Bon, ça collait. Donc on commence à entrer dans ce truc-là. Et à ce moment-là, il y a eu un grain de sable dans la machine qu'on n'avait pas prévu. C'est qu'on a changé de président de la République. Je ne sais plus lequel c'était, je n'étais pas tellement au courant. Dans les années 80, je ne m'en rappelle plus. Peut-être Mitterrand. Ouais, je ne sais plus lequel. Mais bon, on a changé de président. Et à ce moment-là, en France, quand on change de président, on change de directeur du CNRS, on change tout. Donc à ce moment-là, Papon a sauté. Il a été remplacé par une lumière de la science qui est Feneuil. Feneuil, c'est un type qu'on avait emprunté au ciment Lafarge. Il était spécialiste en ciment, mais rien d'autre. Hein. C'était effrayant, quoi. Effrayant. Feneuil, au CNRS, il a laissé un souvenir... une traînée de lamentation, quoi. C'est effrayant de mettre Et moi, j'ai rencontré un jour une bonne femme qui était directrice, secrétaire de direction générale à Simon Lafarge. On ne vous a pas envoyé le meilleur. Bon, alors on a eu Feneuil, et puis Combarnous a sauté aussi. Il a été remplacé par un type qui s'appelait Charpentier, qui valait guère mieux. Donc, je me suis retrouvé avec des gens que ça n'intéressait plus du tout. Puis alors, en plus, alors là, est apparu, et ça, flashback, parce que c'est déjà au moins la 3e fois que ça se produit. Comment dire, le type à Rouen qui s'occupait de ce montage, c'était un maître assistant qui s'appelait Thénard, qui était très gentil. Et Thénard, avec son accent rouennais, me dit oui, il y a un problème, c'est que l'armée est intervenue et si tu es dans le contrat, il n'y aura pas de contrat. Je dis, pourquoi c'est un contrat civil? Ben oui, c'est un contrat civil, tu sais, mais l'armée ceci, l'armée cela. Dingue. Ah, alors, je me dis, qu'est-ce que faire? On a quand même fait ce travail théorique, il y a une thèse doctorat, des publications, une machine. Ok, j'ai avalé la couleuvre. Il y a un moment où le diamètre des couleuvres commence à devenir celui d'un boa, quoi. On ne peut plus y arriver. Alors, ma foi, je me souviens d'une réunion à Rouen avec le brain trust du labo, avec Valentin et tout ça, et il se tourne vers le chercheur qui s'occupait des finances du labo, et il lui dit, à propos de ce montage, un montage où je n'étais pas présent quand j'existais pas dans ce truc-là. Il dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Il a eu cette phrase merveilleuse, il a dit, oh, le bateau coule normalement. Exactement. Donc, encore une merde. La recherche, c'est plein de conneries comme ça. Et vous allez voir, ça continue avec ITER. Bon, n'anticipons pas. Non, n'anticipons pas, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, que vous parliez, c'est l'aspect médiatique. C'est le 3e volet dont on n'a pas encore parlé, d'ailleurs. Oui, mais je veux dire, tout ça, c'est synchrone, tout ça, ça va ensemble. Un truc comme ça, ça se télescope un peu. Mais je veux dire que là, on avait ce programme de recherche qui était parfaitement défini, on avait fait une expérience et on voulait faire disparaître une onde de choc. C'était concret, c'était oui ou non. Hein. Et à mon avis, il y aurait eu une expérience, on aurait eu un cliché, on dit bon, maintenant on démonte, c'est fini, on a compris. Bon. Et le bras arrivait au bout de sa bourse de thèse, et plus d'argent. Donc moi j'ai demandé à Rouen, est-ce que quelque chose est prévu pour le faire bouffer? Ah non, rien. Ah, j'ai dit non, ça va pas. Donc j'ai dit voilà, je vais faire la demande minimale pour voir jusqu'où vont les choses. Cette demande minimale, j'ai demandé une bourse DRET. La DRET, c'est l'ancien nom de la DGA, la Délégation Générale à l'Armement. C'est une bourse donnée par l'armée. Or, les bourses comme ça, c'est un SMIC. Hein. Mais l'armée en donne comme ça, hein, c'est rien. Vous vous rendez compte par rapport aux finances de l'armée, ces bourses, on les donne par boisseau, quoi. Donc j'ai dit voilà, je demande, pour un type qui avait déjà une thèse de doctorat d'État et des publications, je demande une bourse DRET. C'est absurde. Hein. C'est comme si vous demandiez à Céla de faire des ménages, quoi. Bon, hein. Je veux une bourse DRET pour le bras, c'est tout, rien pour moi. Mais si je n'ai pas ça, je démissionne. Thénard dit bon, je répercute. Et à ce moment-là, il y a eu une réunion à Rouen avec 6 ou 7 militaires, toute une délégation de la recherche militaire française qui est arrivée. Et chacun y est allé de son petit exposé. Alors il y a un commandant qui a pris la parole et qui a dit bon, bah, lui il a été très abrupt, il a dit
Bon, on a bien compris une chose, c'est que les moyens de recherche sont à Rouen, et le cerveau, il est à Aix. Hein. Alors, on a aussi bien entendu ce que nous a dit Jean-Pierre Petit. Il veut une bourse DRED pour son gars, sinon il abandonne. Donc, pour moi, la réponse est la suivante. Il y a deux options. Soit on donne une bourse DRED pour Lebrun et une rallonge de crédit pour Rouen, soit rien. Réponse dans un mois. Bon, on est rentré à Aix, il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse. Il y a un type qui s'appelle Fontaine, qui était présent à cette réunion, qui a fait une carrière au CNRS et tout ça, qui m'a téléphoné pour un peu, on pourrait dire, transmettre le message, en disant voilà, il n'y aura pas de bourse, il n'y aura rien, et ton gars, il faut qu'il aille dans le privé. C'est tout. Ils n'ont même pas eu le courage de dire non, quoi. Donc vous avez démissionné? Alors, à ce moment-là, j'ai dit je me retire de ce projet. Et dans ce projet, il y a un personnage dont on ne va pas parler, qui est Monsieur Catastrophe, qui est Gilbert Payan, polytechnicien. Celui-là, ça a été un cauchemar complet. Je veux dire que j'ai pas eu beaucoup de chance avec l'école polytechnique. Entre Peula, l'homme du retournement de la sphère, et Payan, c'était pas mal, quoi. Bon, hein. Et puis après, il y a eu STL et tout ça. Bon. Et à ce moment-là, quand on lit un de mes livres, il y a effectivement le compte-rendu de la réunion rouennaise, où à ce moment-là, Payan dit c'est pas parce que Jean-Pierre Petit démissionne qu'on va arrêter. Et là, on reprend l'image que je vous ai déjà dit hors micro tout à l'heure. Dans ma carrière, j'ai un peu joué le rôle de Harpo dans les Marx Brothers. Il y a un film des Marx Brothers où on voit Harpo, qui est muet, qui tient une maison. Et à ce moment-là, arrive un flic qui le prend par le bras en disant « circulez ». Et Harpo fait signe en disant « non, non, si je m'en vais, la maison s'écroule ». Et le flic passe outre, il attrape Harpo et il l'enlève et la maison s'écroule. Et là, c'est pareil. Je veux dire que le projet Rouen s'est écroulé. Il s'est écroulé sur tous les plans. Par exemple, ces gens-là ont construit des tuyères MHD, des tuyères en plexiglas. Et là-dedans, vous avez une onde de choc qui passe, vous avez une rafale gazeuse qui passe. Ça donne une surpression. Et comme ça dure quelques dizaines de microsecondes, c'est équivalent à un coup de marteau. Alors, vous voyez, quand je prends ce verre, je peux poser des dictionnaires dessus, je peux mettre 50 kilos si j'ai envie. Et si je prends un marteau, ting, je le casse. Il est fragile. Les matériaux peuvent être solides, mais fragiles. Et tel que Thénard avait construit la tuyère avec une colle plexi, il avait créé des tensions dans le plexiglas, il avait rendu le truc fragile. Il fallait surtout pas faire ça, il fallait les cogner à l'ammoniac, autant que je me souviens. Sinon, c'est la catastrophe. Moi j'avais déjà eu un problème de ce genre-là. Donc, quand vous n'avez pas le type du métier, parce que j'étais un type du métier, pour dire attention, vous allez faire une connerie, ils l'ont faite. Alors résultat, ils ont fait l'essai, la tuyère a explosé en 1000 morceaux. Ils ont refait une deuxième tuyère, elle a re-explosé. Ils n'ont pas compris pourquoi. Bon, ça, plus 1000 autres choses, plus les condensateurs, plus ceci, plus cela. Finalement, l'argent a été bouffé, le contrat s'est arrêté, quoi, c'est tout. Et alors, je reviens à mes médias, parce que j'ai une vache frère, comme vous. Encore une fois, dans les années 90, vous sortez un livre, donc c'est celui-là qui vous fait connaître. Est-ce que votre vie a changé suite à ça ou pas? Vous savez, connu, pas connu. Vous connaissez la phrase de Kipling, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs du même front. Je suis passé je ne sais combien de fois à la télévision, je m'en fous éperdument. Quoi. Je croyais que ça apporte quelque chose. Quoi. Effectivement, j'ai été sur des plateaux, vous me dites, vous avez été connu. Non, il y a une chose sympathique, c'est vrai, c'est que quand j'ai fait les bandes dessinées de Lanturlu, ça m'a fait connaître. Hein, et c'est vrai que avec ce système-là, j'ai inventé un mode d'expression scientifique que personne n'avait fait. Et alors, ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est que quand j'ai sorti ces bandes dessinées de Lanturlu, immédiatement, il y a eu des clones. Tout le monde s'y est mis. Par exemple, Jean-Marc Lévy-Leblanc, physicien théoricien, a sorti 2 bandes dessinées de mécanique quantique au seuil. Ça n'a pas marché. Ensuite, il y a les éditions Florus qui ont sorti 7 bandes dessinées. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, Bola a essayé les services de Yann Stewart. Ils ont sorti 3-4 BD. Bah, si vous voulez, le truc, c'est quoi une bande dessinée de Jean-Pierre Petit, Lanturlu? C'est curieux parce que c'est de la science, c'est bien expliqué. Il y a beaucoup de géométrie, il y a beaucoup d'expériences conceptuelles comme ça. Puis il y a un scénario, il y a des dessins, il y a de l'humour. Donc autrement dit, vous avez le talent scientifique, le talent du vulgarisateur, le talent du dessinateur et l'humoriste. Et là, il faut que ce soit le même personnage. Et je crois que je suis le seul à savoir faire ça.
vous prenez un scientifique et un dessinateur de bande dessinée, comme ce qu'ont essayé de faire les autres, ça ne marche pas. Alors vous me disiez, vous avez eu beaucoup de freins là aussi dans l'édition de ces numéros. Enfin, Bah oui, oui. C'était chez Belin. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter un peu Chez Belin, disons que ces albums ont survécu pendant 20 ou 25 ans chez Belin pour une raison très simple, c'est que Belin possède pour la science, la revue pour la science, c'est propriété de la maison. Donc autrement dit, j'étais assuré, à chaque fois qu'il y avait une sortie de bouquin, d'avoir une publicité de pour la science. Donc on touchait uniquement la clientèle des lecteurs pour la science. Et alors il y a un truc extraordinaire, j'avais une fois fait une étude justement sur les ventes, pour tous les titres. C'est une décharge de condensateurs. C'est-à-dire première année 1700 exemplaires, deuxième année 800, troisième année 400, et ça dégringole comme ça. Donc après vous faites l'intégrale, vous dites ben voilà, ça me fait 2000 ou 2500 personnes, et c'est tout. Et après ça se promène à 40 exemplaires par an. Alors là, Belin a utilisé une stratégie commerciale qui quelquefois me déconcerte. Le produit du prix de vente par le nombre d'exemplaires est une constante. Autrement dit, moi ça se vend, plus on augmente le prix. Alors, à la fin, c'était 13 € plus le port pour du noir et blanc, alors qu'une BD, c'est 10 en couleur. Donc, quand j'ai récupéré les droits dans cette maison d'édition, on en vendait 20 par an par titre. Alors, en plus, il y a une chose, c'est que j'ai sorti un album, qu'on voit là, qui a été un peu l'objet du scandale. C'est le mur du silence. Alors, le mur du silence, vous comprenez une chose, c'est que il y a un tabou en science, il est interdit de supprimer les ondes de choc. Voilà. Et ensuite, corollaire, il ne faut pas étudier ce qui est rond. Alors, est-ce que vous pouvez développer ça un peu parce Et voilà, c'est tout. On a du mal à comprendre ce tabou vu de l'extérieur. Moi, je ne suis pas scientifique. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Parce qu'a priori, les ondes de choc, qu'on veuille les supprimer ou pas, moi, ça ne change rien à ma vie. Mais... Bien sûr, mais comment vous dire un tabou, par exemple je pense à la phrase de Picabia qui dit « Même si c'est vrai, c'est faux ». Mais c'est ça. Je veux dire que vous tombez face à un mur. Hein, quand vous avez tout qui foire, vous dites « Qu'est-ce qui se passe ?» Vous ne comprenez pas. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Et alors, on est dans l'irrationnel. Comment voulez-vous que je vous explique quelque chose d'irrationnel? C'est pas possible. Alors, quelque chose de moins irrationnel peut-être, c'est en regardant les émissions dans lesquelles vous passiez dans les années 90, on a l'impression d'une grande liberté de ton. Je pense notamment à celle qu'avait fait Berkoff avec vous et Benveniste et d'autres. Bon, il y avait une grande liberté de ton qu'on ne trouve plus dans les médias actuels et on imagine qu'on ne pourrait plus vous inviter aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des invitations que vous avez déclinées? Non, je vais vous donner un exemple. Cette émission de Berkoff, effectivement, elle est sur Internet, on peut la voir. On est avec Benveniste et tout ça. Là, il y a une anecdote comme ça là-dedans. Bon, effectivement, ce livre, cette émission est montée par Berkoff. Justement, Berkoff, c'est votre collaborateur. Oui. Donc, évidemment, vous allez parler de ça avec lui, vous en avez peut-être déjà parlé. Donc, Berkoff monte cette émission et, ma foi, avec Benveniste, on s'y rend. Et moi, j'arrive par le train de nuit à 7h30 à la gare Saint-Charles, à la gare de Lyon, quoi. Et puis l'émission devait être enregistrée, je ne sais pas, à 10h ou 11h, donc je me dis, le plus simple, c'est de me mettre dans un café qui est à côté du studio où c'était enregistré. Donc je me mets dans ce café, et puis finalement, dans ce café, on voit arriver les intervenants les uns après les autres, quoi. Et à ce moment-là, je vois arriver les intervenants, et je vois par exemple Louange, le gars qui a beaucoup travaillé avec le GEPAN là, sur le traitement d'image. Et Louange dit oh, les lettres dont vous parlez, là, que vous évoquez, moi je peux vous en faire à l'appel. Je dirais non. Sur le plateau, je vais vous mettre au défi de le faire et vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a de la science là-dedans. Hein. Alors, il s'est méfié. Il y avait aussi un spécialiste des effets spéciaux de la télé qui disait oh, mais ces choses-là, moi je vous fais ça quand vous voulez. Non, non, vous confondez. Ne confondez pas effets spéciaux et science. Bon, deuxième type. Donc j'ai réussi à désamorcer un petit peu les intervenants comme ça, un peu les uns après les autres. Et puis, il y a une chose qui s'est passée. Alors, vous pourrez en parler à Berkoff, puisque c'est votre collaborateur, je ne sais pas s'il est au courant, mais j'étais dans le café, et tout d'un coup, à la porte, je vois se pointer quelqu'un, payant, carrément. Je le vois, comme si c'était hier, je le vois à l'entrée de la porte. Autrement dit, il venait, en quelque sorte, donner
ses instructions aux autres. Parce que vous avez vu comment se déroule cette émission. C'est une fosse au lion, c'est une bataille. Catch, C'est vraiment un combat de catch. On s'est bien battu, c'est assez marrant. Hein. Mais, comment dire, qu'est-ce que mes fous de Payan à 9h du matin, comme ça. Et quand il m'a vu, il a fait demi-tour. Vous pouvez rappeler qui est Payan? Payan, c'est l'homme qui était derrière toutes ces affaires. Mais vous savez, je veux dire que, ma foi, on va essayer de faire un tri, mais Payan, c'est l'homme qui est venu me trouver en 76, après mon accident de travail, parce que je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais en jouant avec cet électroaimant de 250 kg, il m'a envoyé à l'hôpital, quoi, bon, etc. Et il a... en fait, Payan, c'était l'homme de l'armée, il y avait l'armée derrière, quoi. Et Payan a eu cette phrase que m'a répétée Pierre Guérin, qui est mort maintenant, et écoutez-la parce qu'elle est pesante. Tôt ou tard, Petit devra être écarté des recherches à cause du contexte. À cause du contexte? Et le contexte, c'est les applications militaires. Vous voulez dire que le militaire a une influence directe sur la science, la recherche scientifique aujourd'hui? Oh là là là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et là, c'était vraiment... Vous voyez, alors, par exemple, à un moment, quand j'ai essayé de travailler avec le CNES, et j'ai envoyé au CNES un gros rapport bleu de 200 pages qui s'appelait Perspective en magnéto-hydrodynamique. Bon, j'ai mis toutes mes idées là-dedans. Mais vous savez, même quand on met toutes ces idées, il faut après les faire marcher. Et s'il n'y a pas le bonhomme qui est derrière, ça ne sert à rien. Eh bien, dans cette histoire-là, vous avez un type qui s'appelait Rouvillois, et ça m'a été rapporté par Payan lui-même, qui était témoin. Et il est allé chez Carpentier, qui était directeur d'Adret à l'époque, avec le rapport à la main, et il a eu cette phrase: « Maintenant que nous avons les idées de Petit, pourquoi nous embarrasser de lui ?» Pas mal, hein. Bon, simplement, vous voyez, derrière tout ça, ça n'est pas seulement du cynisme, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, parce que c'est toujours l'histoire de Harpo qui tient la maison, quoi. Hein. Moi, j'ai dit à ces gens-là, vous me virez, et vous gardez les idées que j'ai maintenant. Et vous n'aurez pas les idées que j'aurai après. Et quand vous aurez des emmerdes, vous aurez besoin de démerdantes. Parce que ce domaine, par exemple, comme la MHD, je vais donner un exemple. Vous avez devant vous une espèce de talus, hein, et vous trouvez une fissure. Et à ce moment-là, ben, vous êtes là avec votre piochon et vous progressez dans cette fissure. Puis vous avancez d'1 mètre, 2 mètres, etc. Et tout d'un coup, ma foi, ça tourne à 90 degrés. Et si vous ne le comprenez pas, là vous avez cassé votre piochon en essayant d'aller tout droit. Il faut suivre la nature. Quand ça ne va pas, et c'est ce qui s'est passé avec la stabilité. Par exemple, si les gens qui regardent cette vidéo veulent voir un peu dans quoi je suis intervenu, ils n'ont qu'à aller sur Wikipédia et ils vont au chapitre à stabilité électrothermique. Hein. Il y a une version anglaise, etc. Là, je suis cité, bon, vous verrez un petit peu. Et la stabilité électrothermique, j'ai été le premier en 65 à trouver une première version pour annihiler sa stabilité, puis une autre dans les années 80. Et, comment dire, on est face à un problème, en physique on appelle ça un problème non linéaire. C'est-à-dire que la nature vous répond violemment non. Et vraiment avec un grand N, non. Rien à foutre. Vous pouvez essayer. Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver un médicament non linéaire. Et mon ami Vladimir Golubev vient de mourir il y a quelques mois. C'était le coworker de Velikov. C'était un type merveilleux que j'adorais, qui a supervisé toutes les traductions en russe de mes BD. Et quand je suis allé à Moscou dans les années 80 pour un colloque, pour présenter ça, il a eu cette phrase qui est citée dans Wikipédia: « Tu apportes le remède, mais le malade est déjà mort. » Mais ceci étant, ce remède a servi après, à la fois pour les Russes et à la fois pour les Américains, pour faire des travaux. Mais à chaque fois, je veux dire, dans la MHD, c'est l'armée. Et qu'il y a des gens... J'ai 50 fois par an des jeunes qui m'écrivent en disant « J'ai lu vos travaux, c'est passionnant, j'ai décidé de faire de la MHD. » C'est pas possible. Ou alors vous vendez vos travaux militaires. Mais il n'y a que là que vous trouvez du boulot, c'est tout. Alors, autre question toujours liée à la liberté d'expression, c'est on a annoncé qu'on venait vous interviewer sur le site. Ah, oui. Et on a eu vraiment beaucoup de réactions, et notamment uniquement 2 types de réactions, mais toutes étaient passionnées. Soit dans le sens, bravo, vous allez enfin interviewer Jean-Pierre Petit, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas assez par rapport à tout ce qu'il a fait, etc. Bravo. Et en plus, il est ostracisé, il a été lynché médiatiquement et autres.
Et puis, ça c'était un type de réaction, et l'autre type de réaction, c'est mais qu'est-ce que vous allez interviewer ce dingue? Alors comment vous expliquez ça? Comment j'explique ça? Bah, j'ai des fans et puis des anti-fans, quoi, disons. Hein. Vous savez, il y a une chose folle, c'est la cosmotrouille. Hein. Si vous jetez un œil sur l'histoire des sciences, il y a des tas de livres passionnants qui ont été écrits là-dessus. Vous apercevez d'abord d'une chose, c'est qu'il est excessivement rare que des gens qui vraiment innovent connaissent le succès de leur vivant. Très très rare. Alors évidemment, vous me disiez il y a un moment du déjeuner, mais vous inquiétez pas, après votre mort, ça va être formidable. Ça me fait une belle jambe. Mais c'est vrai que, disons, pour que des idées s'imposent, il faut souvent 20 ans, 30 ans, 40 ans, quoi. Alors on n'a pas le temps. Prenez un type comme Chandra Sekhar, on lui a filé le prix Nobel à 85 ans pour un boulot qu'il avait fait quand il avait 25, quoi. C'est incroyable. Ça arrive souvent. Mais ça arrive souvent, quoi. Je veux dire. Alors, alors, en plus, si vous voulez, vous avez le succès scientifique, puis vous avez quelque chose qui n'a rien à voir, c'est le succès médiatique scientifique. Vous avez par exemple un type comme Brian Greene, qui a fait des émissions à la télé, qui masturbe tout le monde avec les supercorps. C'est un nul complet, ce type. Il n'a rien trouvé. Dégagez-moi ce bonhomme, quoi, c'est tout, franchement. Des gens comme Hubert Reeves Mais Hubert Reeves, comment vous dire, c'est un vulgarisateur. C'est un vulgarisateur. Vous savez, le truc important, c'est de se dire, quand ce type sera mort, est-ce qu'on se souviendra de lui? Prenez par exemple un type hyper connu comme Hawking. Ouais. Alors, Hawking, quand il a sorti son bouquin Brève histoire du temps, ça a été un best-seller dans toutes les langues. Et quand les journalistes parlaient de lui, ils ne savaient pas trop quoi dire. Ils disaient, il a la chair de Newton. Bon. Voilà, moi, je peux vous prédire la chose suivante. C'est que quand Reeves sera mort, 6 mois après, on n'en parlera plus. Hawking. Quand Hawking sera mort, 6 mois après, on n'en parlera plus. Ah oui. Et oui, parce que qu'est-ce que Hawking a? Il est dans une petite voiture. C'est sûr que c'est un homme très courageux, parce que vu la maladie qui l'atteint, on trouve assez inimaginable qu'il soit encore vivant et actif, alors qu'il peut juste bouger le petit doigt, quoi. Moi, j'ai un immense respect pour un bonhomme comme ça, quoi. C'est tout. Mais je veux dire que il a sorti des théorèmes sur les trous noirs. Les trous noirs n'ont pas de cheveux. Il a démontré que les trous noirs s'évaporaient. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Dans 10 puissance 50 ans, il va se passer ceci, il va se passer cela. C'est ça, les théorèmes de King. Il n'y a rien qui est fonctionnel, rien qui marche. Alors, si vous voulez, si on ouvrait un volet sur l'astrophysique et la cosmo, hein, et les problèmes, bien sûr qu'il y a à dire. Et actuellement, qui est-ce qui a des choses concrètes à avancer en astro et en cosmo, hein? Oui, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces dogmes actuels que sont le Big Bang, les trous noirs, la vitesse de la lumière fixe, et pourquoi elles sont remises en cause par vos travaux? Ah, alors... Et surtout, quelle est la réaction des mondes à la fois scientifiques et médiatiques à la remise en cause de ces dogmes? C'est ça qui est intéressant. Ça dépend comment on les remet en cause, mais je peux vous dire que moi j'ai fait une chose, par exemple, c'est que j'ai publié des travaux, par exemple, j'ai publié surtout des gros articles de 15 pages. Et je me rappelle quelquefois il y a des gens au CNRS qui disaient que j'avais accordé peu d'attention à la publication d'articles dans des revues avec un comité de lecture. Mais moi je me rappelle que pour sortir les papiers dans Nuevo Cimiento d'Astrophysique et Space Science, j'avais dû faire 100 envois. 100 envois. C'est-à-dire qu'on envoie un truc à une revue et on reçoit la réponse cinglante « Sorry, we don't publish speculative work ». C'est-à-dire « Désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs ». Alors à ce moment-là, on dit « Je voudrais un deuxième examen ». Le deuxième examen, c'est négatif. Mais j'ai fait 35 revues, 50 revues. C'est épuisant. Et alors, je peux même vous raconter une chose, car je crois que c'est important que les gens le sachent, parce que c'est un scandale. Disons qu'à un moment, je me suis dit, je vais m'attaquer à la revue Astronomie and Astrophysics. C'était la revue européenne et la revue française. Ça avait été fondé par des Français. Et le directeur, c'était James Lequeux, hein, astrophysicien français. Bon. Donc, j'envoie un article à James Lequeux. Et il me répond tout de suite, désolé, on ne publie pas de trucs spéculatifs. Enfin, la différence qu'il y a avec un directeur de revue qui est à Berkeley et un directeur de revue qui est à Paris, c'est qu'on peut décrocher le téléphone et on peut lui parler. Donc j'ai téléphoné à Lequeux et j'ai téléphoné à Lequeux et je lui ai dit
ce travail que j'ai fait, moi je voudrais qu'il soit examiné, par un référé. Alors moi je vous propose la chose suivante, trouver un référé méchant. Soit il arrive à trouver des failles dans mon travail et je laisserai tomber, soit alors vous publierez. Et le que mis face à ce défi dit ok. Et il se prend un référé costaud, je ne sais pas qui c'était, mais un gars qui est compétent. J'envoie le travail, le résultat, je vois ça revient avec 10 questions. Donc j'ai répondu aux 10 questions. Alors, simplement en répondant aux 10 questions, ça m'a amené à faire des développements théoriques. Par exemple, dans ma théorie, on a une sorte de double instabilité gravitationnelle. Les masses négatives forment des conglomérats invisibles autour de laquelle la matière visible se structure. Donc ça explique la structure à grande échelle de l'univers. Vous savez que à grand univers, la matière, les galaxies, etc., tout ça c'est organisé comme des bulles de savon, quoi. Nous on est dans le savon, quoi. Et puis au centre de ces grands vides qui font 100 millions d'années-lumière, on ne sait pas ce qu'il y a, quoi. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des masses négatives. Alors on pourrait dire, mais on peut les voir? Non, on ne peut pas les voir. Vous savez pourquoi on ne peut pas les voir? Parce que les masses négatives, ça émet des photons à énergie négative. Les photons à énergie négative, vos yeux, vos télescopes ne sont pas équipés pour les capter. Bon. Alors, le référé m'a dit fort justement, parce que c'était un type intelligent, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen observationnel de pouvoir tester cette théorie? Alors j'ai réfléchi, j'ai dit si, il y a une chose qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel, on vous avez sans doute entendu parler, vous avez un amas de galaxies par exemple, ça fait converger la lumière, donc ça fait converger la lumière, dans ce qu'on appelle le micro-lensing, ça va augmenter la luminosité. Quand vous avez une source lumineuse qui vous envoie de la lumière, si en plus elle converge, ça va augmenter la luminosité de la source. Bon, là c'est l'inverse. Vous avez un effet de l'antigravitationnel inverse, donc les objets très lointains, à grand redshift, vont paraître plus faibles. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les galaxies très distantes étaient des galaxies naines. Et moi j'ai dit, elles ne sont pas naines, elles sont comme les autres, mais leur luminosité est atténuée par cet effet. Bon, je ne sais pas, à chaque fois c'est toujours pareil. Il y a l'explication, on ne sait pas pourquoi c'est les galaxies naines, ou alors c'est la théorie de Jean-Pierre Petit. Mais c'est licite de dire une chose comme ça. Donc il y a ça, et puis 50 choses supplémentaires. Je me rappelle ce que me disaient mes collègues, ça a l'air de me passionner, ton référé, ça a duré 8 mois, un truc pareil. Il y a eu, je ne sais pas combien d'échanges, 6 échanges. Alors, à chaque fois, au début, le papier fait 6 pages, après il en fait 12, après il faisait 40 pages. Donc, mes collègues rigolaient en disant, quand le queue devra publier, il devra consacrer le journal entier, quoi, c'est tout. Et Soyo me disait, ça le passionne, il est en train d'apprendre des tas de choses. Et alors même à un moment, je me suis dit, il y a une chose, c'est que dans les échanges avec le référé, alors qu'il est anonyme, on a eu un échange où je lui ai dit, ça doit quand même vous demander du travail de revoir toutes ces versions successives. Et il m'a répondu, en échange, vous devez avoir beaucoup de patience pour répondre à mes questions. Donc c'était pas du tout conflictuel. Et tout d'un coup est tombée une lettre de Lequeux disant, tout cela a trop duré, ces échanges ne se termineront jamais, je mets fin à cette affaire. Oh, alors à ce moment-là, tout le monde a ouvert la bouche, et j'ai écrit à Lequeux, écoutez, je comprends qu'un article de 40 pages, ça pose problème, mais à ce moment-là, faisons la chose suivante, prenons les quelques points sur lesquels on s'est parfaitement entendu avec le référé, et puis on compose un article de 6-7 pages, ou un truc comme ça. Il m'a répondu non, et ma décision est irrévocable. Et la phrase qu'il a employée, qui a profondément choqué mes collègues, c'est « Je vous rappelle qu'en la matière, le référé n'a qu'une voix consultative et que c'est le directeur de la revue qui décide. » Donc vous avez là l'exemple d'une ukase, l'exemple d'un blocage fait par un homme qui s'en fout. Et quand les gens l'ont questionné à ce sujet-là, Lequeux a dit « Moi j'ai le cuir aussi épais que celui d'un rhinocéros. » Je veux dire que ce type-là, c'est la honte de la science française. C'est une honte. Avoir eu un geste pareil, c'est éthiquement, c'est honteux. Voilà. Et d'autres blocages, vous me parliez, on s'est parlé un peu au téléphone avant pour préparer un peu ces entretiens, et vous me parliez des conférences, des colloques. Là, ils s'en passent de belles apparemment aussi. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est vrai que parmi ces travaux, il y en a même qui n'ont jamais été publiés, parce que j'ai jamais réussi. Par exemple, à un moment,
Je crois que j'ai évoqué ça tout à l'heure, ce garçon qui avait un super ordinateur, enfin à l'époque, et puis qui a fait des calculs comme ça, qui a trouvé la structure à grande échelle de l'univers. Après, il me dit, vous n'avez pas autre chose, c'est passionnant. Ben, je dis, si, on va faire la chose suivante. Moi, je pense, par exemple, que j'ai une théorie personnelle de la naissance des galaxies. Quand les galaxies se forment, il y a un mélange de masse positive et de masse négative. La matière noire, ça veut dire la matière noire et l'énergie noire, c'est de la foutaise. C'est ça, c'est les masses négatives. Moi, je sais ce que c'est. Je veux dire que quand les gens parlent de cette matière mystérieuse, mais ce sont des électrons à masse négative, ce sont des protons à masse négative, ce sont des neutrons à masse négative. C'est tout simple. Des quarks à masse négative, pas de problème. Ça s'explique tout ça. Et ça s'explique même avec la théorie des groupes. Et actuellement, je peux vous dire la chose suivante, c'est que il faut du courage, c'est un truc comme ça, de la persévérance. Je suis en train d'essayer de frapper à la porte d'un séminaire de physique mathématique pour parler. J'ai pas de réponse. Je vous expliquerai aussi comment j'ai pas pu parler à Imperial College, là où se trouve Meghei-jo, qui pense maintenant qu'il est le chef de file des varieurs de constante. Moi, j'étais en visite à Imperial College, et même j'étais prêt à y aller à mes frais pour venir parler. Il m'a dit, ça intéresse pas mes collègues. Ils ont la trouille. Je leur fous une trouille bleue, c'est tout. Parce que vous savez, je veux dire que rien que dans cette histoire de variation des constantes, c'est une idée qui commence un petit peu à... Mais j'ai de l'avance sur ces gens-là. Mes travaux de 88 sont très en avance par rapport aux leurs. Donc si je sors là-dedans, j'invalide leur leadership, c'est tout. Hein, c'est vous savez, c'est assez amusant, par exemple... en revenant en arrière, dans ces années 60, en 65, 66, quand je fais la première annihilation de la stabilité de Velikov, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Donc ça a été publié dans un congrès et tout ça. Et 10 ou 15 ans plus tard, un Japonais retrouve la même chose. À l'époque, le Japon s'était mis, vous savez, il y a Tsukuba, qui est un endroit où on fait de la MHD, donc il découvrait la MHD, ils avaient de l'argent, ils faisaient des tas de recherches. Et dans ce travail-là, il y a une courbe qui s'appelle le taux de croissance de l'instabilité. Peu importe ce que c'est, ça monte et puis ça descend. Donc ça ressemble au Fujiyama. Et le type avait intitulé son article « To climb the Mount Fuji », pour monter le mont Fuji. Et là, effectivement, pour arriver à chanter la stabilité, il faut passer de l'autre côté. Il faut contourner la zone instable et passer dans la zone stable. Donc le type publie ça, et moi je lui ai écrit en lui envoyant mon papier, il y a 10 ou 15 ans avant. Vous imaginez la tête de ce type, il ne m'avait pas répondu. Il est là, en train de pantalonner dans les cercles scientifiques. Tout d'un coup, il y a un Français qui sort de je ne sais où, qui dit, vous savez, j'ai fait ça il y a 15 ans. Et alors, peut-être dernière question pour cette première partie, parce qu'on est à 1h30 de vidéo. Il y a eu un âge d'or en France, dans les années 60, de ce qu'on appelait le réalisme fantastique. Donc c'était Jacques Bergier qui était à la tête de ce mouvement, et il y avait une exploration à partir de la France mondiale de tout ce qui était factuel, mais qui n'était pas forcément compris encore par la science. Est-ce que vous l'avez vécu? Vous parliez des années 60 tout à l'heure, vous avez commencé dans cette période-là, et comment vous voyez l'évolution des choses déjà aujourd'hui, et puis à l'avenir, est-ce qu'on peut revenir à cet âge d'or-là qui consiste à regarder tout ce qui se passe sans a priori? Je pense qu'il faut remettre cette question à la séquence suivante, parce que là j'ai des choses un peu fortes à vous dire, et qui apporteront ce genre de réponse. Ça va faire la transition, donc rendez-vous à la prochaine séquence.